Dans le village où je suis né, à la fin des années 40, au fin fond de la campagne algérienne, il y avait 2 ruelles, une mosquée, 3 oliviers, une brouette, 10 fous, 3 chèvres, 5 milliards de mouches, 27 poules, un coq. C'était d'ailleurs le seul dans le village qui ne chômait pas. Et il y avait aussi une misère immense, plus grande que la montagne, qui nous dominait. Alors mon père, n'en pouvant plus de cette misère, un matin, très tôt à l'aube, avait ramené une vieille camionnette. Il a jeté nos affaires dans la camionnette. Il nous a jeté, nous les enfants, dans la camionnette. Et il a jeté ma mère dans la camionnette. Et la camionnette a descendu la piste du village, doucement, silencieusement, au point mort. Pour ne pas réveiller mon grand-père, on voulait l'abandonner là-bas. Mais mon grand-père, qui était en train de rêver qu'on était en train de l'abandonner, s'était réveillé et dès qu'il a vu le camion cahoter sur les cailloux de la piste, il s'est mis à courir derrière nous. Il a couru 500 mètres, il nous a rejoints, il a sauté, il s'est accroché derrière le camion. Mon père, qui était assis à l'avant près du chauffeur, avait sorti la tête et nous criait de ne pas le laisser monter. On a essayé de lui écraser les mains. Mais mon grand-père, une fois qu'il est accroché, c'est trop tard. Mon père nous a lancé la manivelle et nous a dit cognez-lui les doigts avec. On a essayé, ouellou. Un de mes petits frères nous a donné une idée. Et si on lui sciait les doigts? On a tous sauté sur une vieille scie qui se trouvait là, dans le fatras du déménagement, et on s'est mis à lui couper les doigts un par un, tout en se passant la scie pour faire plaisir à tout le monde. Lorsqu'il ne restait plus que 2 doigts qui commençaient à lâcher, mon grand-père a regardé derrière lui quand il a vu la misère dans laquelle il allait rester s'il tombait, ses doigts ont repoussé. Alors comme on ne pouvait pas s'en débarrasser, on l'a traîné comme ça, derrière le camion, pendant 250 km, jusqu'à la ville, la grande ville, Alger, la Blanche. À Alger, nous sommes allés à la Casbah, le vieux quartier populaire, chez mon oncle Rabah, qui habite une ancienne buanderie qu'il avait transformée en appartement grand standing, avec toutes les commodités au rez-de-chaussée, 3 rues plus loin. Mon oncle a poussé tout le monde et il nous a dit « Bienvenue dans la famille ». On a habité 12 ans chez lui. À l'époque, quand je suis arrivé moi à Alger, je ne parlais pas du tout l'arabe, je ne parlais que le kabyle. Alors tous les matins, quand je sortais dans la rue pour jouer, les enfants de la Casbah par dizaines m'entouraient et ils se mettaient à chanter, à taper dans les mains. Kabyle, débile, plein de merde et plein de billes. Qbaili, bono, bono, Jabal Kharafi, bono. Alors moi je comprenais pas qu'est-ce qu'ils disaient, mais j'aimais bien la musique. Alors eux ils chantaient Kabyle débile et moi je dansais. Qbaili bono bono Jabal Kharafi bono. Qbaili bono bono Jabal Kharafi bono. Quelque temps après j'ai appris l'arabe et j'ai compris ce qu'ils voulaient dire. Et j'ai compris autre chose. Eux aussi étaient kabyles mais ils ne le savaient pas. Quelques jours après notre arrivée à Alger, mon père a trouvé son premier travail comme éboueur à la voirie municipale. Tous les matins, avec mes frères et sœurs, on montait à Bab Jdid, sur les hauteurs de la Casbah, et on se mettait sur le trottoir du boulevard de la Victoire, et on attendait. On était heureux de voir arriver le camion d'ordures avec mon père debout sur le marchepied à l'arrière de la benne. On était fiers de lui. Et Bouguelb. Et quand le camion arrivait près de nous, mon père nous faisait des petits signes avec la main. C'était magnifique, on dirait le général de Gaulle qui défilait. Tous les soirs, il nous ramenait du chocolat, du fromage, des pantalons et des chemises, des crayons et des cahiers triés dans les ordures. Ah, c'était la belle époque, hein. Puis, quand la guerre d'Algérie a éclaté en 1954, mon père, de par sa fonction, est entré naturellement dans le terreau de la Révolution. Au début, il n'était qu'un simple exécutant dans les réseaux de la guérilla urbaine, puis petit à petit, il a pris de l'importance, il est monté dans la hiérarchie, et un jour, il a créé son fameux groupe, le Commando des ordures d'Alger. Un jour, ils ont arrêté mon père, ils l'ont coincé, il a fait 3 ans de prison. Ma mère était très contente le jour où mon père est allé en prison. 3 ans de vacances. C'était les seules années où ma mère n'a pas accouché.
Mais quand mon père est sorti de prison, il s'était rattrapé. Hein. Tous les 3 mois, j'avais un frère nouveau. Quand mon père était en prison, nous les garçons, on avait tous quitté l'école et tous les matins, on allait au marché de la rue de la Lyre, au marché de la Synagogue, au marché de la rue de Chartres et on vendait des cigarettes, du persil, de la galette et de la chic pour subvenir aux besoins de la famille. Puis, quand mon père est sorti de prison, juste quelques jours après, l'indépendance était venue. Ou bien elle était partie, je m'en souviens plus. En tout cas, elle est passée très vite, on n'a rien vu. Hein. Elle nous a laissé que son odeur. À l'indépendance, on s'est réinscrit à l'école. Moi, quand j'ai passé la 6e, j'avais 18 ans. Moi, j'étais le plus jeune. Il y avait un élève avec nous, il avait son papa dans la même classe que lui. D'ailleurs, son père s'asseyait toujours à côté de lui, comme ça il peut copier aller. Un jour, la direction de l'école avait trouvé malheureusement que nous étions tous devenus trop vieux pour les études et ils nous ont renvoyés. Et depuis, on traînait dans les rues de la ville, du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, sans avenir, sans projet, sans travail, sans affection et sans amour. Toute la journée, on jouait au football. Des équipes de 49 joueurs contre 92. Avec 250 remplaçants sur la touche. Dans un stade de 14 mètres carrés. Le match, il durait 18 heures. On marquait des centaines de buts. Et à la fin du match, l'équipe qui a gagné, elle boit les 2 bouteilles de Guézouz. Les 2 bouteilles de limonade qui nous attendent dans un seau de glace chaude posé sur la touche. Mais tous les après-midi, à 5h30 précises, on laissait tomber le football et on allait tous se coller au mur de l'entrée de la cité et on attendait les filles qui sortaient des écoles et des collèges environnants. Alors les filles, quand elles arrivent, elles passent à côté de nous. Nous, Zama, c'est la chouma. Eh ben oui, c'est le respect, c'est la pudeur. On baissait tous la tête. Nous, on était comme ça, mais cet œil... Cet œil, il travaille. Cet œil, il va au boulot. C'est un sonar, un radar. Cet œil, on l'envoie en mission. Hein. Il suit les filles, il monte les escaliers et il rentre dans la salle de bain. Et il revient nous faire un rapport détaillé sur la situation. On était tous tête baissée quand les filles passaient. On était tous tête baissée quand les filles passaient, mais dès que Jamila arrivait, dès que Jamila passait, alors là, le goudron fondait, les murs tremblaient, et dès que nos regards croisaient le sien, on était pris par la grippe. La grippe asiatique, la fièvre espagnole. Olé, olé, matador, Jamila, on t'adore. Mais il faut dire que Jamila était belle, elle était magnifique. Elle avait un corps diplomatique. Des cheveux jaunes, elle avait des yeux comme des agates, un nez tout petit, tout fin. Jamila était belle, et nous, nadim. Les nez comme des merguez. Je te jure, il y en avait un, c'était un rouleau de merguez qu'il avait comme ça. C'est un cachet, d'accord. Même pas halal, hein. C'est un saucisse de morto, d'accord. Et on était tous couverts de boutons. On était colonisés par les boutons. زعما الحب شباب. الحب الخراوي. Vous traduisez à vos frères français, hein? Et la nuit, dans toutes les salles de bain de la cité, fermées à clé de l'intérieur, de l'acné éclabousse les miroirs. Oui, je sais, c'est dégueulasse, mais c'est la vie, hein. Un jour, le père de Jamila, ou de Haram, le père de Jamila, le salaud, quand il s'est rendu compte que tous nos regards étaient braqués sur sa fille, il a sorti Jamila du lycée et il l'a enfermée définitivement à la maison.
Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait en revanche? Eh ben, l'endroit où on avait l'habitude de l'attendre, le QG, le quartier général, on l'a déménagé et on l'a installé sous le balcon de Jamila. Ah ben oui, c'est normal, hein, c'est normal. Si Jamila ne vient pas à Mohamed Halat Jamila. Au début, on passait sous le balcon Zahma par hasard, tu vois, pour ne pas se faire remarquer par la famille, parce qu'ils sont très dangereux. Alors on passe Zahma par hasard comme ça sur le balcon, on fait pas exprès, tu vois, c'est blindé, c'est ça. Par hasard, je sais pas. On faisait du 12 heures de par hasard par jour là-bas. Et puis après, on a fini par s'installer là, définitivement, comme Antar et Abla, comme Qaïs et Laïla, comme Roméo et Juliette. Une Juliette, 355 Roméo. On l'aimait tous. On l'aimait tous, mais personne ne l'aimait autant qu'Areski. Areski, mon ami, lui, il l'aimait à la folie. Mais lui, c'était un solitaire. On ne le voyait jamais avec nous sous le balcon. Il avait une technique à lui, personnelle, qu'il appelait la technique romantique. Il l'avait apprise dans un centre de formation professionnelle. Dans la section ajustage-fraisage. Il lui envoyait ses photos, il lui écrivait tous les jours, et en plus de cela, il lui composait de merveilleux poèmes qu'il copiait d'un livre et qu'il signait de son nom, Areski Victor Hugo. Mais je me souviens d'un poème qu'il avait composé lui-même. Pour moi, c'est le plus beau poème d'amour du monde. Je me souviens, il lui disait, « Oh, Jamila, pour toi, je peux me jeter du haut d'un bâtiment. Par amour pour toi, je peux me faire écraser par un camion. Que ce soit un semi-remorque, un bulldozer ou un dumper, je te jure sur la tête de ma mère, je t'aime plus que ne t'aime ton père. » Oh, Jamila, Jamila l'adorée, si, mi, fa, ré, do, do, sol avec toi. Fa, ré, bébé, mi, fa, ré, fou de joie. Un jour, le père de Jamila s'était douté de quelque chose et au milieu de la nuit, il est entré dans la chambre de sa fille chercher les indices du délit. Enfin, quand je dis la chambre de sa fille, je veux dire la chambre dans laquelle dormait sa fille, parce que chez nous, personne n'a sa chambre à lui tout seul. Se lo priva. Attends demain. Il a ouvert les tiroirs des commodes, il a cherché à l'intérieur, il n'a rien trouvé. Il a ouvert le placard, rien. L'armoire, rien. La khzana, ce qui est la même chose mais en arabe, rien. Et tout d'un coup, il avait passé sa main sous le matelas de Jamila et il a sorti le dossier Areski. Il a trouvé les photos, les lettres et les poèmes. Le père de Jamila était fou de rage. Pour venger son honneur, il a envoyé ses trois frères attraper Areski pour le massacrer. Les oncles à Jamila, c'est des géants. Le diamètre de leur cou est égal au diamètre des égouts de Bab el Oued. C'est des Kabyles préhistoriques. Si tu les passes au carbone 14, tu entends le Big Bang. La preuve, l'un d'eux un jour, il a embrassé sa femme, elle est morte. Voilà, d'ailleurs quand le médecin légiste est venu, vous connaissez le médecin légiste, celui qui soigne, il est mort. Dès qu'il est arrivé, les femmes elles ont dit, docteur, elle est morte. Et le médecin il a dit quoi? Celle-là, elle est très morte. Les trois géants sont allés attraper Areski, ils l'ont guetté, ils ont fini par le trouver, et ils l'ont attaché, ils l'ont saucissonné, ils l'ont halalisé. Ils l'ont merguezé, cachérisé. Ils l'ont mis dans un fourgon. Et le fourgon est monté à la carrière Jobert, une montagne qui domine tout le quartier de Bab el Oued. Et du haut d'un précipice, ils l'ont jeté. Paf! Areski s'était écrasé en bas. Il n'était pas mort, mais il était cassé de partout. Une ambulance est venue. Et ils l'ont emmené à l'hôpital, aux urgences d'Alger. Tout de suite, aux urgences, ils l'ont enveloppé de plâtre. Ils l'ont entièrement enveloppé de plâtre. C'est la nouvelle médecine algérienne, qui laisse une grande part à l'intervention de la nature. C'est-à-dire il y a 95% de nature et 5% al-khidma.
Tu vois, il te couvre de plâtre et après le corps, il travaille tout seul à l'intérieur. Chaque os, il cherche son frère. Tu vas pas lui imposer un os qu'il connaît pas. Mais mleha, c'est de la bonne médecine, c'est de la médecine bio. Il n'y a pas de produits chimiques. Le père de Jamila, lorsqu'il a entendu dire qu'Areski n'était pas mort, qu'il était là, toujours vivant à l'hôpital, a décidé d'en finir une fois pour toutes avec lui. Une nuit, il est allé à l'hôpital avec un panier plein de provisions, des pommes, des oranges et des mandarines, et en dessous, il avait dissimulé une tronçonneuse électrique. Il a rasé les murs de l'hôpital, et dès qu'il est arrivé au département des hommes plâtrés, il a ouvert la porte de la première salle, il a regardé à l'intérieur, Makash Areski. Il a ouvert la deuxième, Oulash. Nothing. Nada. Il a ouvert la septième porte et au fond de la salle, il a vu un énorme morceau de plâtre sur lequel est écrit Areski. Et dans un angle du plâtre, ils ont dessiné un verre. C'est pour indiquer dans quel sens il faut poser le malade. Tu vois, c'est une indication thérapeutique. Il a sorti la tronçonneuse, il a branché, il a posé la lame sur le plâtre. Il lui a vissé un silencieux. Oui, je sais, ça n'existe pas, mais ça m'arrange pour l'histoire. C'est un silencieux algérien, on l'entend de très loin. Et justement, à ce moment-là, un groupe d'infirmiers qui passaient dans le couloir avait entendu le bruit, ils ont ouvert la porte, et ils ont vu la scène. Ils leur ont sauté dessus. Areski a été sauvé, mais le père de Jamila a pu s'échapper. Le père de Jamila, c'est un renard, il est très rusé. Avant d'aller à l'hôpital, il s'était oint d'huile d'olive kabyle. Et tu aurais manisé le kabyle. Ce qui fait que les infirmiers, ils n'arrivaient pas à l'attraper. Il a glissé jusqu'au centre-ville. Mais l'essentiel, c'est que Areski a été sauvé. 7 mois ou 8 ans après, je m'en souviens plus, il est sorti de l'hôpital. Et là, il a juré de ne plus jamais tourner autour de Jamila. Il a essayé de l'oublier. Pour l'oublier, il s'est mis à faire du yoga. Il a resté 1 année comme ça, dans la position dite le bourricot et Bobby. Il mangeait 20 grammes d'avoine par jour, mais il n'arrivait pas à l'oublier. Elle a hanté tous les placards de sa mémoire. Alors Areski s'est entraîné à faire de l'hypnotisme. Et il s'est entraîné pendant 3 mois, et quand il est devenu très fort, un jour, il est allé en face du père de Jamila, il lui a fait « Viens ici, Imatimak, viens là. Viens, je vais te hypnotiser. Regarde-moi dans les yeux ici, regarde-moi là, dors. Regarde, otos. Ak, hypnotiser, dini, mak mouetsin tranquille. Dors, j'aime ta fille Jamila, je l'aime à la folie, et elle aussi elle m'aime. Donne-moi ta fille Jamila en mariage, donne-moi ta fille Jamila. Et le père de Jamila lui a donné un coup de poing dans la gueule. Le père de Jamila, il est inhypnotisable. C'est un bourricot, il n'y a rien à hypnotiser. Il n'a même pas la matière d'hypnotisation dans la tête. Alors Areski était complètement dégoûté et il voulait mourir. Il s'est dit, eh ben, puisque c'est comme ça, eh ben, je vais me suicider. Et en plus de ça, je vais me suicider pour toute la vie, jusqu'à la mort, si c'est nécessaire. Et il a décidé d'aller se jeter dans une crique de Saint-Eugène, un quartier qui se trouve après Bab-el-Oued. Et en passant dans une ruelle du quartier, le regard d'Areski a été attiré par un très vieux livre recouvert d'une peau de chèvre, posé sur l'étalage d'un bouquiniste. Il a suivi les pointillés, là, tic, 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 tic. Il a pris le livre, il a ouvert l'Évangile selon Saint Matthieu. L'Injil Nsidna Matthieu. Et il s'est mis à lire des passages au hasard. Tu aimeras ton prochain. Aimez-vous les uns les autres. Tu ne tueras point. Dieu est amour. Et ça lui a plu. Il a acheté le livre et il a décidé de remettre son suicide à plus tard. Non, mais il faut le dire très franchement. Dès le début, l'idée d'aller se suicider en se noyant lui faisait très peur parce qu'il ne savait pas nager. Il est revenu à la maison, et pendant des mois, il s'était plongé dans la lecture de l'Évangile, et petit à petit, il est entré en osmose, en symbiose avec Jésus-Christ. Et quand il a vu que Jésus faisait des miracles, il multiplie les pains, il marche sur l'eau, des fois il transforme l'eau en vin pour boire un coup avec les copains. Et il s'est dit, eh ben tiens, moi aussi je vais lui demander un miracle, peut-être qu'il peut m'aider. Il a ouvert l'Évangile sur un dessin, une gravure de Jésus-Christ.
Il l'a regardé dans les yeux, il lui a fait « Oh Jésus, oh Sidna Issa ». Sidna Issa, c'est le nom de Jésus en arabe. Hein. En fait, c'est le vrai nom. Hein. Bah oui, bien sûr. Jésus-Christ est un nom d'adoption, c'est plus tard. Mais à la base, c'est Sidna Issa, il s'appelle Sidna Issa. Il vient de chez nous, hein, c'est un homme du Sud. Hein. Bah oui, c'est un immigré comme nous. Hein. Sauf que lui, il a une carte de résidence de 2000 ans. Avec possibilité de renouvellement éternel. Et nous, pour gratter un an, il faut que tu laisses ta mère en otage à la préfecture. Il a regardé dans les yeux, il lui a fait « Oh Jésus, fais un miracle, dire-moi, Sidna Issa, fais-moi oublier Jamila, efface-la jamais de ma mémoire. » Tout d'un coup, de la fumée est sortie dans les pages, la fumée a rempli toute la chambre, la fumée peu à peu s'est dissipée et Jésus apparut. Oh, pardon. Jésus a regardé Areski et il s'est avancé vers lui. Il a posé sa main sur la tête d'Areski et il lui a dit « Tu es bien sympathique, mon garçon, mais je ne fais pas de miracle pour les musulmans. Hein. Tu étais trompé de livres et l'Aziz. Mais c'est pas mon département. » Alors Areski, n'ayant été sauvé ni par le yoga, ni par Jésus, ni par l'hypnotisme, a décidé d'aller encore plus loin. Il s'est mis à faire de la magie noire, la sorcellerie, le shour et hshkoulen. Il s'est entraîné pendant 2 ans chez une magicienne mauritanienne. Je dis mauritanienne parce que la dernière fois j'ai dit une magicienne marocaine et j'ai eu des problèmes avec le public. Voilà, comme ça, tranquille. Ah oui. Comme ça, je l'ai délocalisé. Pas de risque. La Mauritanie, au moins, c'est tellement loin, même les Mauritaniens ne savent pas où ça se trouve. Alors donc, pendant 2 ans, la magicienne mauritanienne lui avait appris tous les plus grands tours de magie. Et en plus de cela, il s'était mis en relation avec tous les plus grands sorciers du monde qui lui envoyaient toutes les formules, les concoctions et les potions magiques. Et toutes les nuits dans la cité, on entendait Areski hurler au loup. Et on l'entendait faire des séances de vaudou, du vaudou africain, brésilien, haïtien. Et il faisait du macumba. Humbala, humbala, humba, humba, oulala. الملح ها همبا لا همبا همبا هولالا ها همبا لا همبا همبا هولالا لا 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 همبا لا همبا همبا هولالا ها همبا لا همبا همبا هولالا شلاوش شلاوش همبا لا شلاوش 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 همبا لا الملح. Et dès qu'il a fini, il a regardé autour de lui, il s'est regardé, et rien n'a changé. Nadine. Alors là, il s'est mis en colère, et il a bu toutes les potions, il a mangé toutes les formules, il a récité toutes les récitations magiques, et tout d'un coup, rik, rak, tug, zvot, il s'est transformé, ra. Il s'est transformé, ra. Vous m'excusez, hein, je suis désolé. Normalement, là, pour l'effet de la transformation magique, il devrait y avoir des millions de confettis, des lumières qui tournent et tout, mais c'est une production algérienne. Voilà, c'est ça. 3 confettis. C'est tout ce qui nous a laissé le pouvoir. Hein, voilà. Ma khalaouna walou. Et même ça, ils m'ont dit, tu les ramènes après quand tu reviens. Hein? Tu vas pas laisser les Français vont profiter. Hein? Alors donc imaginez qu'il y a des millions de confettis, des lumières qui tournent, et donc tout d'un coup, rik, rak, tag, zvot, Areski s'est transformé, raf, raf,
Il s'est transformé en chien. Il a fait un petit tour dans le quartier pour vérifier la topographie des lieux. Après, il s'est regardé et la transformation lui a plu. Surtout, ce qu'il a aimé, c'est l'antenne parabolique là-dedans. Et il s'est dit, eh ben tiens, ça va être mieux pour moi maintenant. Surtout que chez nous, en Algérie, la vie de chien vaut mieux que celle d'un être humain. Et en plus de cela, comme ça, maintenant, je peux m'approcher de Jamila sans que son papa il s'en rende compte, puisqu'il ne me connaît pas en tant que chien. Alors, il est toujours là, du matin jusqu'au soir, et il guette la sortie de Jamila au balcon, avec tous les Roméos. Et lui, c'est un Roméo. Et à chaque fois que Jamila descend de chez elle, Areski lui court derrière et il se colle à ses jambes. Jamila, au début, elle l'aimait bien. Alors elle le caressait ici, et dès qu'elle le caresse, Areski... Encore. Vegir, ici, vegir. Il était tout le temps derrière elle, et au bout d'un moment, Jamila n'en pouvait plus. Oh, qu'est-ce qu'il est collant! Qu'est-ce qu'il est chien, ce chiant! Chalfa matad al-kulb. Un jour, il lui a fait, allez, dégage! Allez, fais ça, va-t'en, je te dis, al-wadik. Jamila, elle a attrapé un bâton et raf! Et Areski lui a fait et en plus de ça, ce qui en chien algérien veut dire je t'aime, Yadjdek. Mais Jamila ne comprenait pas le chien. Areski, lui, avait perdu la formule pour devenir être humain. Et il s'est rendu compte petit à petit, finalement, que la vie de chien chez nous est encore pire que celle de ceux qui mangent debout. Ils mangent dans les poubelles. Les enfants lui attachent des casseroles à la queue. Ah, l'autre fois, il y en a un, lui a attaché une bouteille de bétagaz. Et tous les gens qui passent lui donnent des coups de pied dans le derrière. Mais ça, c'est normal, hein. Ça, chez nous, c'est automatique. Nous, en Algérie, dès qu'on croise un chien, ah, dégagez la loi de comme c'est le prix, va, c'est le prix. Même si le chien est loin. Dégage. Il y a 5 millions de kilomètres carrés, tu viens m'emmerder dans mes 2 mètres. Mais bon, ça, c'est normal, on est comme ça, c'est culturel. C'est génétique. Asma, les Français. Les Français, ils croient. Asma, les Français, ils croient que c'est parce qu'on déteste les chiens. Non, on ne les déteste pas. On aime les frapper, c'est autre chose. Ben oui, bien sûr. Ici en France, ça nous manque, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est joli, les toutous. Qu'est-ce qu'il est joli, les toutous, qu'est-ce qu'il est joli. Comment qu'il s'appelle? C'est le prix. C'est le prix. On souffre ici, on souffre. Ils sont protégés, les chiens ici. Il y a trop de lois ici en France. On n'a pas la liberté d'expression. Les Français, ils croient qu'on est heureux parce qu'on est immigré, on est en France, alors tout va bien et tout ça. Comme ça va. Mais dedans, ça va pas. Dedans, ça travaille. Vous vous mettez dans la peau d'un Algérien ici en France. Chaque jour qui passe, à chaque fois qu'il croise un chien, il ne peut rien faire après ça.
Ça fait rien, mon frère, tu as la nationalité. Non, si tu étais en Algérie, si tu étais en Algérie. Attends, le mois d'août. Et c'est dommage parce que la France, c'est un très beau pays. Il y a 20 millions de chiens. Il y a de la matière pour nous. Il y a du boulot. Et en plus de ça, les Français là qui entrent dans la salle, il ne faut pas imaginer Zama, tout de suite vous allez penser c'est un truc Zama qui est psychanalytique, c'est parce que Zama on est malheureux, alors on se vend sur les chiens et tout ça. Non, c'est pas psychanalytique. On est comme ça, c'est tout. C'est algérien. C'est pas freudien, c'est faridien. C'est-à-dire que chez nous, même un président de la République, il y a un chien qui passe à côté de lui, wallah, il ne lâche pas. Ah ben tiens, puisqu'on parle de président de la République, Bouteflika, notre président de la République. Enfin, notre président. La République, on l'attend, hein. Vous vous souvenez, il y a 2 ans et demi, il est venu ici en France pour 3 jours de mission, vacances, de passage de vacances politiques. Ça, je sais plus, enfin, il est venu traîner, quoi. Et le dernier jour, lui et le président Chirac sont sortis dans le jardin de l'Élysée pour se dire des secrets. Et ils sont sortis, et Bouteflika discutait politique avec Jacques Chirac. Oui, à la couleur, bien sûr, oui. Oui, à la couleur, bien sûr, oui. Bien sûr. Il parlait de l'équilibre des rapports entre l'Algérie et la France. C'est le dialogue nord-sud. Et à un moment donné, il y a Madame Chirac qui arrive comme ça, elle rentre discrètement pour ne pas gêner, elle rentre dans le jardin et elle avait un chien. Enfin, quand je dis un chien, c'est pas un vrai chien, c'est le truc là, comment on appelle ça le truc là? Comment on appelle ça le trait blanc avec une ficelle là, comme ça là? Un caniche, voilà, c'est ça. C'est un caniche, mais c'est vrai, c'est pas un chien, un caniche. Wallah, ma quel badak. Un cliniche, un quininiche, c'est pas un chien. C'est un chien transgénique, c'est un OGM de chien, c'est pas un vrai chien. Non mais qu'est-ce que c'est qu'un caniche? Scientifiquement, qu'est-ce que c'est qu'un caniche? C'est un tricot avec des pattes. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils lui mettent une laisse. Tu le mets dans la carte orange, démarre. Dès que Bouteflika, il a senti du chien, il savait plus où il était, qu'est-ce qu'il fait. Il n'entend plus, et tout d'un coup il dit à Chirac, Monsieur le Président, je m'excuse, je te laisse l'Algérie, je te laisse tout, mais laisse-moi les clibous là. De toute façon, je ne peux pas me retenir, je ne peux pas résister. Il a le waldik, dégage d'ici, saloperie, va. Et Madame Chirac se retrouve à la ficelle. Oh, il est où le truc là? Et Bouteflika revient vers Chirac. Qu'est-ce que c'est Chirac? On est venu parler politique, attends, tu vas venir à Alger, je vais te ramener un bourricot à Djinal Mithakana. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'elle fait ta femme dehors? Hein? Elle traîne dans les jardins, hein? J'ai ramené ma femme, moi. Bon, nous on est comme ça, mais ici en France, vous avez remarqué, les chiens ils sont bien traités, hein? Moi j'ai vu des chiens avec les costumes, avec brushing, tout ça, le nœud papillon, avec le sac à dos derrière, portable. واش راك العيال العزيزه تاع الكلبه en plus عندهم لي كيلوطات ديم جوج كيلوط ديم انا ديم يماك والله
Et en plus de ça, ici en France, ici, ils les chouchoutent, ils les caressent, ils les bichonnent, ils les embrassent sur la bouche. Ouais, quand même, sur la bouche. Hein? Arjou. Je sais que c'est culturel, mais il y a des limites. Est-ce que nous, on embrasse les chameaux sur la bouche? Imagine, tu embrasses un bulldog. Le bulldog, c'est les chutes du Niagara du chien. Il faut aller au maillot de bain pour l'embrasser. Et s'il te passe la langue sur le visage, il te fait un lavage de cerveau direct. Et maintenant, pour éviter d'être attaqué par les amis des animaux, revenons à notre histoire d'amour. L'histoire de Jamila et d'Areski. Cette histoire s'est passée il y a 25 ans. Un jour, je me souviens, le père de Jamila, pour se débarrasser de sa fille, l'avait mariée. Enfin, il l'avait vendue aux enchères à un homme qui avait 3 fois son âge. Je me souviens, quelques mois après, c'était l'été, la saison des mariages chez nous. Un cortège de Mercedes était venu dans la cité emmener Jamila dans sa nouvelle demeure. Jamila était magnifique dans sa robe de mariée. Elle est montée dans une Mercedes fleurie et elle est partie pour toujours, laissant derrière elle 355 Roméo et un chien. Le temps est passé. Jamila a eu un enfant. 2, 4, 8, 12. Sa beauté s'est fanée. Le sirocco de la vie a creusé des sillons dans les prairies de sa beauté. Mais c'était là qu'il fallait applaudir. C'était là qu'il fallait applaudir. C'est pas possible, ça. Une phrase comme ça, j'ai mis 4 jours pour l'écrire. Alors qu'on encourage un peu les artistes. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Non, là, c'est trop tard. Non, c'est pas la peine. Non, ça y est. Non, vous voulez vous rattraper. C'est trop tard, ça y est, là. Ça, c'est de l'hypocrisie à dire, ça y est. Allez, changez-moi le public tout de suite, ailleurs. Mais bon, comme vous êtes gentil, je vais recommencer la phrase. Et à la fin, au point, vous applaudissez tous très très fort, très sincèrement, et j'oublie ce qui s'est passé entre nous. Et n'oubliez pas que la phrase, c'est le sirocco de la vie, la creusée des sillons dans les prairies de sa beauté. Mazal! Ça c'est le brouillon, mais j'ai même pas mis les sentiments dedans. C'est après, Mazal, ça c'était pour vous rappeler. Mais je suis sûr, c'est les Algériens, ils n'ont pas résisté. C'était trop, 3 secondes de trop. Tout de suite, même si tu lui attaches les mains. On est comme ça, nous, on est comme ça, la fusion nucléaire. On danse avant la musique, nous les Algériens. Tu dis à un Algérien, on met un disque. Mais attends, mets d'abord le disque. Sinon, tu vas user les piles. Bon, de toute façon, il y a les Français qui sont à côté dans la salle. Les Français, ils sont cartésiens, ils sont disciplinés, ils attendent quand il y a le point. Bravo. Vous regardez et vous faites comme eux. Copiez un peu, copiez. Copiez, Chouïa. Oh là, ça fait 30 ans que vous êtes là. Copiez au Chouïa. Oh là, ici. Et en plus, ce soir, vous avez de la chance, il y en a plein dans la salle. Voilà. Vous pouvez même les toucher. Là, non, mais vous savez que les Français, ça existe encore, hein. C'est pas une abstraction, hein. Il en reste encore quelques-uns en France. Oh là! L'autre fois, je suis passé dans le boulevard Voltaire, j'en ai vu 3. Et normal, hein, ils étaient normaux, ils marchaient dans la rue, comme s'ils étaient chez eux. Oh là. Il y en avait même un qui a rasé les murs parce qu'il n'a pas fait Ramadan. Alors donc, ensemble, Algériens et Français, au point, vous applaudissez tous très fort. Hein? Et je recommence la phrase là. Je suis en train de me préparer, je vais le faire. Le sirocco de la... Voilà. Ça, je suis sûr, ils sont arrivés 10 jours ce matin. Voilà.
Il faut leur laisser 6 mois d'adaptation. Déjà à l'aéroport, ils étaient « Ah, je suis en France !» Je les vois, ils sortent du four, ils sont tout chauds, hein, les gars. Respectez ceux qui étaient avant vous ici. Hein. Alors donc, je recommence la phrase et à la fin, Babakom. Mais qu'est-ce que c'est ça? Le sirocco de la vie. Le sirocco de la vie a creusé des sillons dans les prairies de sa beauté. Oh là, je suis fier de vous. Et donc un jour, au bout de 12 enfants, le mari a dit à Jamila, à sa femme, il lui a dit, viens ici. Il l'a convoqué, affectueusement. Viens ici. Ramène tous les enfants, tu les alignes là devant moi en ordre décroissant. Elle a fait ce qu'il lui avait demandé. Le mari a inspecté ses enfants, sa progéniture, un par un, parce qu'il ne les connaît pas tous. Et il a choisi les plus beaux, les plus vigoureux, il les a mis de côté pour lui, et il a laissé les autres à Jamila, et il l'a jeté à la rue avec ses enfants, après l'avoir répudié 3 fois, conformément à la loi. C'est-à-dire que chez nous en Algérie, pour divorcer, c'est très simple, il suffit que l'homme prononce la formule « j'ai été répudié 3 fois, dégage !» Hein? On est moderne, nous, hein? Hein? C'est le divorce en TGV, oh! Ah, c'est bien, les Français. Ils me font de la peine. 4 ans pour divorcer. Da, 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 da. Et après, ils disent que c'est nous qui sommes en retard. Mais vous êtes encore Moyen Âge. Nous, on est en 2001, le siècle de la vitesse. Je t'ai répété, dégage! Hein? Ils sont jaloux, hein? Pour une fois qu'on a des avantages, hein? Alors donc, maintenant, depuis une dizaine d'années, maintenant, Jamila vit dans la rue. Elle mange dans les poubelles. Elle dort à même le trottoir. Elle vit de mendicité, elle est devenue folle. Partout où elle va, ses enfants accrochés à ses haillons, à ses guenilles, la suivent. Et Ariski, toujours fidèle depuis 25 ans, Ariski, le chien, la suit partout où elle va en aboyant douloureusement. La première fois de ma vie qu'une fille m'a souri, je suis tombé dans le coma. Je suis resté 3 mois à l'hôpital, mon cœur dans le plâtre. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai fait 3 ans de recherche pour retrouver la fille qui m'avait souri. Et 3 ans, c'est un minimum pour retrouver 2 yeux dans un paquet de tissu blanc. Sans autre indice que le souvenir de la lumière que son regard transmettait. Lorsque j'ai réussi à la retrouver, nous avions mis 5 ans pour organiser notre premier rendez-vous. Ce qui est normal, hein, parce qu'à l'époque, dans les années 70, il n'y avait pas d'ordinateur. Il n'y avait pas d'ordinateur pour m'aider à calculer les différents déplacements de ses 25 frères, ses cousins, ses neveux, sa mère, sa tante, les grands-mères, les cousines, enfin toutes les branches de son arbre généalogique. Parce que sa famille, ce n'est pas un arbre, c'est une forêt généalogique. Je pouvais me faire cueillir au moindre faux geste, au moindre soupir. Et en plus de cela, à l'époque, il fallait également faire très attention à la sécurité. La sécurité qui ramassait tout ce qui bougeait. Je me souviens, les agents de la sécurité de l'époque étaient tout en noir. Ils avaient des lunettes noires, des costumes, des chaussures et des voitures noires, pour ressembler à l'ombre noire du pouvoir. Le rêve du dictateur de l'époque, c'était d'avoir un agent de la sécurité par habitant. C'est-à-dire que la moitié de la population va surveiller l'autre moitié et vice-versa. Tu as fini de me surveiller, c'est à mon tour. C'est-à-dire que son rêve,
son fantasme, son obsession au dictateur, c'était que chacun de nous ait derrière son dos un agent de la sécurité qui le suive partout où il va. S'il va au travail, il va avec lui. Il rentre dans un café, il rentre avec lui. S'il va chez lui, il l'accompagne chez lui. Il dîne avec lui et il dort avec lui pour surveiller le contenu de ses rêves. Pour survivre dans une dictature, il y a certaines règles à respecter. En voici quelques-unes. Au hasard. Premièrement, il ne faut jamais parler politique dans un taxi. Deuxièmement, il ne faut jamais évoquer les noms des opposants au pouvoir en fuite à l'étranger. Mais surtout, troisièmement, il ne faut jamais exprimer ses idées politiques à haute, à mi ou à basse voix, même si vous êtes seul au milieu du désert. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Bien sûr. Ferme-toi. Tu es au milieu du désert, tu crois que tu es tout seul, mais on n'est jamais seul. Tu vois le lézard là, c'est pas un lézard, c'est un agent de la sécurité, il est déguisé narco, je le connais. Dans toute dictature, tout citoyen est présumé coupable tant qu'il n'a pas prouvé qu'il est innocent. Ce qui fait que les agents de la sécurité par milliers circulent au milieu de la population, ils ramassent n'importe qui au hasard, des échantillons de citoyens, et ils les torturent pour voir s'ils sont innocents. Un gars de mon quartier a été emmené pendant 6 mois. Il a été torturé. Comme il était innocent, ils l'ont relâché. 3 jours après, ils lui ont envoyé la facture pour rembourser l'électricité qu'il avait consommée durant les séances de torture. Et en plus de cela, il avait remboursé 14 matraques qu'il avait cassées avec son dos. Dans le procès verbal, c'était marqué pour détérioration, pour détournement de matériel de l'État à destination collective. Les agents de la sécurité sont destinés à coincer les individus. Mais lorsque c'est le peuple tout entier qui n'en peut plus, quand c'est le peuple qui veut changer les choses, qui veut renverser les choses, le dictateur envoie au peuple des convois de centaines de camions bleus. Sur les toits des camions bleus, il y a des canons qui lancent de l'eau chaude. Alors nous, dans les quartiers populaires, quand on va manifester, ah bah la dictature, on y va tous avec des serviettes, du savon, shampoing, la brosse à dents, la brosse à dents, ah bah la dictature. On n'a jamais d'eau dans les quartiers populaires. Alors on profite. L'eau chaude à l'œil du gouvernement. Tu profites d'une pierre deux coups. Tu fais la révolution et tu prends une douche. Ah bah la dictature. Ah bah la dictature. Ah bah la dictature. Asma yako, visez, non. Non. Bah la dictature. Mais la pression, je bime, qu'est-ce que bah la dictature. Et un rinçage général. Sahid Khouel Aziz, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Même endroit, même heure. C'est la douche populaire. À chaque fois qu'on a envie de se laver, on organise une manifestation. À l'intérieur des camions bleus, il y a des hommes bleus. C'est des paquets de 12. Ils ont des casques, des costumes, des boucliers et de gros bâtons bleus. Le bâton est destiné à ce que, à chaque fois qu'il l'abaisse sur la tête de quelqu'un, la personne à qui appartient la tête produit un son. Ce son, en français, s'écrit A-I-E. C'est-à-dire que si c'est sur un français et que le bâton tombe, il fait aïe! Oh, non mais vas-y, mollo, hein! Allez, en l'air! Non mais, Non mais, Et les droits de l'homme, hein. Mais si c'est sur un arabe, que le bâton tombe, il fait aïe 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 aïe. Doucement, ça fait mal. Et en plus, j'étais même pas dans la manifestation. C'est tout ce que vous connaissez, hein. Tapez, 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 hein. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Hamlik les droits de l'homme. Voilà. Les droits de ta sœur, oui. Les droits d'un nanak. Je me souviens. Oui, je me souviens pendant les événements du 20 avril 1980, il y a 20 ans de cela, c'était le printemps berbère qu'on appelait ça. C'était l'époque, la première fois où la Kabylie s'était révoltée contre le pouvoir central pour réclamer la démocratie, la liberté d'expression, la langue et la culture berbère. Et il y avait des affrontements pendant plusieurs mois entre les hommes bleus
et les Kabyles. Alors, les Kabyles, à chaque fois qu'on leur met le bâton sur la tête, ils produisent le son « Wayavava ». Mais ça, c'est anticonstitutionnel. Ça passe pas, c'est pas réglementaire. Alors l'homme bleu, il fait « Mais qu'est-ce que c'est que ça, Wayavava, là? Mais soyez civilisés. Comment ça? Moi, je te tape en arabe et toi, tu te cries en kabyle. » Mais comment voulez-vous qu'on construise un pays ensemble? Comment voulez-vous qu'on bâtisse une nation si on n'est même pas synchro? Si tu cries en kabyle, comment veux-tu que je fasse mon boulot? Je sais même pas si tu as mal. Quand je te tape en arabe, tu cries en arabe littéraire, en arabe classique, c'est-à-dire dès que je te tape, tu vocalises ta douleur. Tu fais ayoun. Allez, respire et on recommence l'exercice. Hey. Oui, je sais mon frère, c'est très difficile d'être algérien, il faut travailler beaucoup. Hey. Et en plus de cela, à l'époque, il fallait également faire très attention aux brigades anti-amoureux. C'est des voitures vertes avec des hommes verts à l'intérieur. Ils sont payés par l'État pour traquer les gens qui s'aiment. Parce que aimer chez nous est un délit très grave. Tuer, ça fait rien, malish, mais aimer, attention! Ce qui fait que les brigades anti-amoureux circulent dans tout le pays, ils vont dans tous les coins et les recoins, ils vont traquer les amoureux, ils vont dans les plages, ils vont dans les forêts, dans les jardins publics, ils ouvrent les bosquets, ils ouvrent les buissons. Parce que des fois, chez nous, il y a un petit buisson comme ça, tu l'ouvres, il y a 40 couples à l'intérieur. Nous avons de très grandes facultés d'adaptation. Tu vois la coccinelle là? C'est pas une coccinelle, c'est Zoubida. Elle s'est coccinellisée pour l'occasion, hein, c'est tout. Hein. Ce qui fait que les amoureux d'Algérie, tous rasent les murs pour échapper aux brigades. Et à force de raser les murs, les trottoirs sont pleins de poils de murs. Alors vous comprenez maintenant pourquoi nous avions mis 5 ans pour organiser notre premier rendez-vous. Mais c'était magnifique. On s'était donné rendez-vous à l'entrée du jardin d'essai. C'est le jardin d'acclimatation de la ville. On l'appelle le jardin d'essai parce que c'est là que les amoureux font les essais avant de se marier. Après 10 kilomètres de mur chacun, qu'on avait rasé, enfin, on s'était retrouvés face à face, la fille et moi. Enfin, moi et les 2 yeux dans le paquet de tissu blanc. Elle venait vers moi, moi j'allais vers elle. Elle avançait, j'avançais. Et dès qu'on s'est retrouvés à 3 mètres l'un de l'autre, on s'est arrêté. 3 mètres, c'est la distance réglementaire imposée chez nous par la loi entre un homme et une femme. Et là, on a fait semblant comme si on ne se connaissait pas. Et comme 2 parallèles qui ne devaient jamais se rejoindre, nous avions descendu l'allée principale du jardin d'essai. Raide comme des poteaux. Elle ne savait pas quoi me dire. Moi, je ne savais pas quoi lui répondre. Mais c'était magnifique. La nature riait, les oiseaux chiou-chiouaient. Les chiens waf-wafaient, les crocodiles crocodaient, les dinosaures daunanzoro. Et au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. Il fallait que je commence à parler. J'étais obligé de parler, je me suis mis à dire n'importe quoi. Oh, le truc là-bas. Oh, le machin. Oh, un hibiscus. C'est l'arbre qui fabrique les biscuits. Et quand on est arrivé là où il y a les animaux, là où il y a la partie zoologique, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui s'amusaient à jeter des cacahuètes à des singes dans une cage. Et je voulais que moi aussi on y aille pour nous aider à détendre l'atmosphère. Je suis allé acheter un sachet de cacahuètes. Toutes mes économies rahou fil kaoukao. Dès que je suis arrivé, les gens ils m'ont vu. Ils se sont mis à me jeter des cacahuètes à moi. Et il y a un des singes qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais dehors toi? Rentre dans la cage !» J'ai dit à la fille, allez viens, on va aller voir les fauves. Et nous sommes allés voir les lions. Enfin, le lion. Le seul lion d'Algérie. C'est un lion complètement tchirtchel. Je te jure. Il a au moins 190 ans. Je crois que c'est le maréchal Abdelkader qui l'a offert à l'émir Bugeaud. Toutes les générations d'Algériens le connaissent.
Albert Camus a parlé de lui dans ses mémoires. Guy de Maupassant lui avait envoyé une carte postale. Il a joué dans un film de Max Landau. En 1930, lors du centenaire de la colonisation, la reine d'Angleterre lui avait fait un clin d'œil équivoque. Et il est toujours là, comme un vieux fonctionnaire dans un système bureaucratique où il n'y a pas de retraite. Sa peau, ça fait au moins 50 ans qu'elle a pris l'indépendance avec le corps. Hein. On dirait une djellaba, c'est pas une peau. Quand il se déplace, lui s'en va et la peau, elle reste. Et toute la journée, les Algérois, petits et grands, accrochés au barreau de la cage, sont là et ils l'emmerdent. Ah, le lion, bouge un peu, Nadine. Ah, fais quelque chose, oh. Allez, fais une cabriole. Passe dans le feu. Asma, j'ai payé 10 dinars, fais-moi quelque chose. Eh, mon frère, Yahoo, je te jure, c'est pas un vrai lion. Hein. Et ils l'ont déguisé. Ils sont très forts. C'est-à-dire, dehors, c'est un lion, et dedans, c'est un âne. Ou alors, c'est un agent de la sécurité. Il travaille. Il y a même des audacieux qui ouvrent la porte de la cage et ils rentrent à l'intérieur. Salam alaikum. Waouh, c'est moi le lion, c'est pas lui. Et ils attrapent le lion par le cou, ils le soulèvent, ils prennent des photos avec. Sawar, kho. Regarde le pareil, l'oiseau, il va sortir, regarde. Mais regarde le pareil, ne me regarde pas moi. Mais si, regarde là-bas. Ah, allez, rigole. Rigole. Waouh. Maître Goldwyn-Mayer, waouh. Et le chef du Bureau national de l'administration centrale démocratique, département Fauve, section Lyon, lui avait suspendu dans sa cage le portrait du président Boumedienne. Le lion, il était dégoûté. Dégoûté du centralisme démocratique. Et après cela, la fille et moi, nous avions quitté le jardin et nous sommes allés juste en face, au bord de la mer, dans une plage qui s'appelle les Sablettes. Nous nous sommes assis tous les deux sur un rocher. C'était magnifique. Il y avait la mer, les mouettes, le globe terrestre et nous deux posés dessus. C'était le plus beau jour de ma vie. Comment vous dire mon bonheur ce jour-là? Je n'ai même pas les mots qu'il faut. Ce jour-là, j'étais plus heureux qu'un Algérien qui vient d'obtenir un visa pour venir en vacances en France, travailler comme immigré toute la vie si c'est possible. Nous sommes restés 10 heures comme ça, sans bouger. Moi, le rocher, il m'a troué les fesses. Hein. Mais j'osais pas bouger. Je me suis dit, si je bouge, elle va mal interpréter mon geste, elle va s'en aller et c'est un investissement de 5 ans qui tombe à l'eau. Alors je me suis dit, Akhouya, ne bouge pas, mets des l'eau. De toute façon, qui n'a rien ne risque rien. Et à un moment donné, je n'en pouvais plus. Et là, je me suis retourné. Et qu'est-ce que je vois? Juste à côté de nous, sur un rocher, il y avait un vieil homme qui pêchait. Il a soulevé sa canne, et au bout de la ligne, accroché à l'hameçon, un petit poisson multicolore scintillait au soleil. Je me suis rapproché de la fille et je lui ai fait « Oh, mskina la houta. Oh, le pauvre poisson mskin. » Moi, les poissons, j'en ai rien à foutre. Hein. Je les emmerde, les poissons. De l'anchois jusqu'à la baleine, je les emmerde. Mais là, c'est la logistique. Là, c'est Zama, oh, mskina la houta. Tout en profitant pour poser ma tête sur son épaule avec la dose de sentiment qu'il faut pour l'attendrir. Dès que ma tête a touché son épaule, ma respiration à moi s'est arrêtée et la sienne s'est multipliée par 100. Je l'ai vu à la voilette qui faisait... Nous sommes restés 3 ans et demi comme ça. Comme des statues de sel que les embruns léchaient. Tous les jours, elle me racontait sa vie. Elle m'avait dit qu'elle s'appelait Houria.
Mais elle m'a parlé de sa famille, de ses frères, de ses cousins, ses neveux, qui sont tous bouchers de profession et de vocation. Tous les jours, elle m'a récité des poèmes qui faisaient rugir la mer et éclater les orages. Un jour, j'ai pris mon courage et je suis allé demander sa main. Je suis allé seul, hein, sans ma famille. Je me suis présenté chez ses parents. Dès que je suis rentré, le comité d'accueil m'attendait. Ils étaient alignés, tous les 30 comme ça. Ils étaient 30, ses frères, ses cousins, ses neveux, et son père au bout du couloir des hommes. Ils avaient tous des tabliers blancs tachés de sang. Ils avaient les mains derrière le dos, mais je voyais par terre l'ombre de haches et de couteaux. Mais moi j'étais là, à l'entrée, dans un costume tout étriqué, tout serré. C'était un costume complètement msbot. C'est un copain de quartier qui me l'a prêté pour l'occasion. Le copain à Bab el-Oued, on l'appelle Petit Chouïa. Déjà Chouïa, c'est petit. Alors Petit Chouïa, il s'est annulé. Même café Ouello. Le costume là, j'ai mis 3 jours pour rentrer dedans, tellement il était serré. C'est pas un costume, c'est un costume. Je jure. Tiens, justement, je me suis toujours demandé pourquoi dans le monde entier on dit chocolat et chez nous on dit chicoula. Hein? Vous avez remarqué, hein? Ça vous a travaillé vous aussi, hein? Eh bien, ce n'est que maintenant que j'ai compris. Nous, on prononce chicoula parce qu'on a juste un peu. Chicoula, les Français, ils mangent du chocolat. Et nous, c'est du chicoula. Quand il le met dans la bouche, il ne se souvient plus où il l'a posé. De quel côté je dois mâcher? Oh, qu'est-ce qui sique? C'est du chicoula, donne-moi un peu, il n'y en a plus. Alors donc j'étais là, à l'entrée, dans mon costume. À la main droite, j'avais un bouquet de fleurs, un bouquet de soucis, agrémenté de misère. À la main gauche, j'avais un paquet de gâteaux. C'est le pâtissier du quartier qui me l'a prêté. Et qui m'a dit, ça s'appelle, il revient, hein. Tu le montres et tu le ramènes après. C'est le geste qui compte. Alors je suis passé au milieu de tout le monde et je me dirigeais vers le papa. Salam alaikum, salam alaikum. Ça va, alhamdoulilah, ça va. Et vous, ça va, alhamdoulilah, 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 Et dès que je suis arrivé là, j'ai tendu le paquet de gâteaux. J'ai tendu le paquet de gâteaux au monsieur. Ah non, le gâteau, ça s'appelle, reviens. Je suis arrivé en face du père. Le père, c'était un géant. Il a fait 2 pas vers moi. Il s'est penché, il a posé son nez entre mes 2 yeux et il m'a fait « Ashut vredina dini mak !» Qu'est-ce que tu veux, enfoiré de Din Babek? Et je lui ai dit, mais monsieur, s'il vous plaît, je suis un garçon de bonne famille, mes intentions sont bonnes, je voulais juste vous demander la main de votre fille Huria. Et là, il a hurlé, Spice dik libar. Comment tu sais qu'il s'appelle Huria? Hein? Comment tu sais qu'il s'appelle Huria? C'est un bon question, ça. Hein? Comment tu l'as connu? Où tu l'as connu? Pourquoi tu l'as connu? Mais où est donc Ornikara? Il a soulevé la hache, il allait me frapper.
Je reculais, il avançait, moi je reculais, tout en regardant une issue par laquelle je pouvais m'échapper. Les autres aussi avaient brandi leurs armes et avancé vers moi. Un des frères, vlouf, vers la porte, ric-rac, à double tour. Il a mis la clé dans sa poche et je me suis retrouvé collé contre la grande porte. Ils avançaient tous et juste au moment où ils allaient me frapper, je leur ai dit, mais je l'aime. Son père a hurlé, ouais, ya sagik, shmd l'haram, sakhamé. Correct, ça je dis. Aujourd'hui, le pichi, il est entré dans ma maison. J'y vais t'arracher ta mère tout de suite. Il allait me frapper. Il allait me frapper et juste à ce moment-là, sa fille Houria, qui, de la cuisine, avec sa maman, assistait à toute la scène, à travers l'entrebâillement de la porte, avait surgi de toutes ses forces. Elle s'est mise en travers de nous deux et lui a fait « Mais moi aussi, je l'aime, papa !» Un hurlement est monté des genoux du père. Oh rage, oh désespoir, oh jeunesse ennemie. Mais qu'ai-je donc fait pour mériter cette famille? Il lui a attrapé la main, il a tiré la main vers lui, il m'a regardé, il m'a fait « Tu veux que je te donne sa main? » Eh ben, je vais t'arranger ça. Ah ben oui, c'est comme ça. Hein. Je sais que c'est difficile, mais il faut y aller jusqu'au bout. C'est le texte qui est comme ça. Moi, je suis avec la fille, moi aussi. Hein. C'est à la belle. Mais là, je joue le père, c'est obligé, je vais jusqu'au bout. Slack. Il lui a coupé la main. Il a lancé la petite main frétillante de Houria sur une balance qui se trouvait là à côté. Et il m'a regardé, il m'a fait 1 kilo de 750 grammes. Tu veux faire une affaire, je te mets l'autre avec? Eh oui. Algerian love story. Mon père et ma mère un jour sont allés en pèlerinage au fameux mausolée de Sidi Abdelrahman, le saint patron de la ville d'Alger. Ils sont restés là 7 jours et 7 nuits en prière et en invocation. Ya Sidi Abdelrahman, oh toi le grand marabout, toi qui sais tout et qui vois tout, toi qui commandes aux éléments, mets fin à nos tourments. Aide-nous à ne plus avoir d'enfants. On en a trop à la maison, on ne sait même pas où les mettre. Ah, Sidi Abdelrahman, ah, tu nous ranges l'affaire. Le 7e jour, une voix caverneuse jaillit du fin fond du caveau. Il leur a dit, allez mes enfants, à partir d'aujourd'hui, vous mangerez chacun 1 kilo d'ortie par jour, arrosé de 7 gouttes de sueur de poisson entre 2 soupirs de lézard au coucher de la lune, et vous n'aurez plus d'enfants. Voilà, j'ai parlé, ça fait 10 000 dinars. Allez, au suivant, allez. Mon père et ma mère étaient très heureux. Ils ont suivi à la lettre les recommandations du grand marabout. Et 9 mois après, ma mère, elle a eu 2 jumeaux. Et ils étaient verts tous les deux. À cause des orties. Mon père, il a dit que Dieu maudisse les marabouts, les lézards et toute la végétation terrestre. Et il a emmené ma mère chez le médecin. Mon père, le médecin, le docteur a dit, oui, que puis-je faire pour vous? Mon père a dit, c'est-à-dire, docteur, on n'est pas malade. On voudrait juste, si c'est possible, si tu peux nous donner quelque chose pour arrêter définitivement de faire des enfants. Voilà. Le médecin leur a prescrit la pilule. Il leur a dit 1 par jour et c'est terminé la procréation. Mon père et ma mère étaient très heureux. Ils ont suivi à la lettre l'ordonnance du médecin et 9 mois après, ma mère, encore 2 enfants. Alors mon père s'est mis très en colère, il a dit « Nadine les médecins » et il a cessé de prendre la pilule. Et depuis, il essaye d'arrêter avec la volonté. Et il faut vous dire,
Il faut vous dire que si mon père et ma mère en sont arrivés là, à aller voir des médecins et des marabouts pour arrêter de faire des enfants, c'est que chez nous, dans l'appartement à Bab el Oued, il ne reste même plus une place pour une autre grossesse de ma mère. Ma mère a eu 27 enfants. Le dernier Mskin, il est mort, Allah yarhamou. Que Dieu ait son âme. Il est mort une nuit. Il dormait au milieu de nous tous. On était tous collés les uns aux autres. Etc., etc. Il y en a même qui sont vissés au mur. Et vers le milieu de la nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé. À la même seconde, je ne sais pas si c'est une espèce de hasard, une pure coïncidence ou une conjonction de coordination. À la même seconde, on a tous inspiré en même temps. Et on a écrabouillé mon frère. On l'a tout fait. Ah ben oui, c'est normal, hein, c'est normal. La nuit, quand on dort, chacun respire en fonction de ses possibilités. On est inconscient. La nuit, c'est l'anarchie totale à la maison. Le jour, oui, le jour, on s'organise. Pour une meilleure occupation de l'espace, on a formé des groupes. Pendant que le groupe A inspire, le groupe B expire. Et le groupe C, Hadak, Shakespeare. Le dernier est mort, nous ne sommes plus que 26. 26 enfants dans une seule famille. Si le taux de natalité à l'époque en Algérie était de 3,2, l'un des plus élevés au monde, chez nous à la maison, il était de 14,12. 14 garçons, 12 filles. C'était les filles qui donnaient le plus de soucis à mes parents. Aucune d'elles n'est mariée. Mon père, toujours, il s'arrache les cheveux. Mais comment faire pour les marier toutes? 12. Mais pour les marier toutes, il faut que j'ouvre une agence matrimoniale. Il faut vous dire que, c'est-à-dire que si mes sœurs, aucune de mes sœurs n'est mariée, c'est qu'elles ont un grave problème question, c'est-à-dire, tu vois, enfin, vous me comprenez, c'est-à-dire, elles sont mal programmées, voilà, à la base. C'est pas de leur faute, hein, c'est à cause des mariages consanguins. C'est parce que nous, dans la famille, depuis des siècles et des siècles, on se marie contre nous. C'est un mariage de cousins. Mon cousin, il épouse ma cousine, le cousin, il épouse ma nièce, mon oncle, il épouse ma tante, mon père, il a épousé ma mère. Depuis des siècles, on se partage 5 litres de sang. C'est le même sang qui tourne dans la famille. Ce qui fait que maintenant, la carte génétique, il est pyrémie. Ce qui fait que les derniers qui naissent, là, il y en a qui naissent avec un globule rouge. Je peux pas en avoir un blé pour qu'il ait brille. Eh ben, dis donc, monsieur est exigeant. Ton père, il a un globule. D'où tu veux qu'il te sorte l'autre? Il y a واحد الكروموزوم ينعلبوه. Depuis des siècles, on se marie contre nous. Quand une fois de temps en temps, quelqu'un de notre famille épouse quelqu'un d'une famille différente, c'est un mariage mixte. Alors vous voyez qu'est-ce que ça donne? Encore moi ça va. Ah oui, je suis l'un des modèles les mieux réussis. J'ai un cousin, un jour il s'est énervé, il a coagulé. Alors, tous comme on est, on vit tous dans un 3 pièces, cuisine, pardon, non, 2 pièces seulement, parce que la 3e pièce est occupée par mon oncle, sa femme et ses enfants, qui sont chez nous provisoirement depuis 1964. C'est-à-dire, quand ils sont arrivés il y a 40 ans, mon oncle avait dit à mon père, qui est son frère, lui a dit, ne t'inquiète pas, hein, juste quelques jours, hein, on est de passage, c'est-à-dire, hein, le temps qu'on trouve quelque chose, on est chez toi en transit temporaire, hein, ne t'inquiète pas. Eh bien, depuis 40 ans, mon père, à chaque fois qu'il s'énerve, il lui dit « Mais toi, ce que tu m'as fait là, ce n'est pas du transit temporaire, c'est de l'immigration clandestine. » Si à l'époque, on vivait ici en France, mon père, il aurait voté Front National juste pour expulser son frère de l'appartement. Je te jure, ça y est. Mon oncle et sa femme, mon père a tout essayé pour essayer de le sortir de là.
par tous les moyens, n'est pas réussi. Par la voie légale, par la voie ferrée, par la voie lactée, sont toujours là. Alors, mon oncle et sa femme, qui est approximativement ma tante, ils ont 13 enfants. Enfin, jusqu'à ce que je sorte de la maison ce matin. Hein. Ah ben oui, parce que ma tante, elle est rapide. Hein. Ma mère est rapide, mais ma tante, ouais, ma tante, des fois, elle est normale, elle me dit, passe-moi le sel, je lui passe le sel, elle est enceinte. Et quand je lui passe le poivre, il n'y a plus rien. Oh! Il est où? Eh ben, elle est sortie jouer dehors, hein. Alors, voyons combien nous sommes en tout à occuper cet appartement de 3 pièces. De 3 pièces. Alors, nous, on est 26, hein, avec mes frères et sœurs, plus mon père et ma mère, mon grand-père. Non, mon grand-père, on ne va pas le compter dans l'espace. On a réglé le problème avec lui. Comme on habite au 5e étage, du balcon, on a fait sortir une planche et il est accroché là-bas. Mon grand-père à Bab el-Oued, on l'appelle Mohamed Ben Batman. Alors donc, comme je vous l'ai dit, nous on est 26, mon père et ma mère, plus mon oncle et sa femme, mes 13 cousins, plus ma belle-sœur. Ah, mais je vous ai pas parlé de ma belle-sœur. C'est la femme de mon frère aîné. C'est le seul des garçons qui s'est marié. C'est-à-dire un jour, il a été écrasé par un camion, il est devenu beau et il s'est marié. D'ailleurs, depuis ce jour-là, nous, les autres garçons de la famille, toute la journée, on est sur les routes. Moi, il me reste encore 2 camions et Inch'Allah, je me marie. Je vais juste arranger ce côté, c'est bon. Le jour où mon frère aîné avait émis le désir de se marier, il a dit à mon père qu'il voulait se marier l'été suivant. Mon père a cherché dans l'appartement un endroit qu'il pouvait leur donner à lui et à sa future femme, pour qu'ils aient un espace dans l'appartement, pour qu'ils aient un petit nid à eux, pour qu'ils aient une intimité. Comment dit-on intimité en algérien? C'est pas la peine de chercher, ma cache. Nous, on n'a que les embouteillages. Ah ben tiens, à propos d'embouteillage, vous connaissez tous l'histoire du gars à Alger qui a 14 enfants, qui vit chez son frère qui lui-même en a 18, dans un 2 pièces et demi. Une nuit, le gars était complètement dégoûté. Il était saoul, il traînait dans les rues, il était désespéré, et il voulait mourir. Et tout d'un coup, en marchant dans les rues au milieu de la nuit, il a buté contre quelque chose, il a failli se casser la gueule, il s'est retourné en colère, il allait donner un coup de pied. Et il voit par terre une bouteille. Une magnifique bouteille telle qu'il n'en avait jamais vue de sa vie. Oh là là, la bouteille, qu'est-ce qu'elle est jolie! Dans la bouteille, il y avait un génie, un djinn 501. Le petit génie dans la bouteille lui faisait, au gars, lui faisait ouh, ouh, ouvre, ouvre. Hella. Des bouchons. Le gars, poc, il a ouvert la bouteille, un magnifique, énorme et formidable génie est apparu qui lui fait eh ben mon ami, toi tu peux dire que tu as de la chance. Ça n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans, tu m'as trouvé sur ton chemin, eh ben tu as droit à un vœu. Demande-moi ce que tu veux, et ton vœu sera exaucé immédiatement. Le gars regarde le génie, il lui fait oh monsieur le génie, je voudrais un appartement, je voudrais un F4. L'autre il le regarde, il lui fait un F4, hein. Moi, je suis un génie et j'habite dans une bouteille. Et voilà, tu avais une chance, tu l'as merdé. Après quelques jours d'investigation, mon père a trouvé que le seul endroit où il était possible de caser mon frère et sa future femme, c'était la baignoire. Il leur a dit, mes enfants, je veux bien vous donner la baignoire, mais à une seule condition, qu'elle soit toujours remplie d'eau, parce que chez nous, il nous coupe l'eau 27 jours sur 7. Mon frère et sa femme ont accepté, ils ont dit, il faut savoir se sacrifier. Quelques mois après, je me souviens, c'était l'été, la saison des mariages chez nous. Il y avait une fête magnifique, c'était le mariage, c'était la plus belle fête de Bab el-Oued. Il y avait des centaines d'invités, il y avait de la musique et les youyou. Et vers 3 heures du matin, comme le veut la coutume chez nous, au milieu de la nuit, le mari doit aller rejoindre sa femme dans sa chambre.
Ma belle-sœur barbottait déjà dans la baignoire nuptiale. Mon frère, qu'est-ce qu'il était beau dans sa tenue de cérémonie de mariage, une tenue de plongée sous-marine, avec les palmes, le masque, la bouteille d'oxygène thermazote. Il avait un lookum. Sous les youyous, il est allé dans la salle de bain. Il est monté sur les rebords de la baignoire, il a glissé dans l'eau rejoindre sa femme, et depuis, il coule des jours heureux. À force de vivre dans l'eau tous les jours, par un effet physique assez compréhensible, petit à petit, il commençait à leur pousser des écailles, et des nageoires, des branchies. Ça fait maintenant 5 ans qu'ils sont mariés, ils ont 2 enfants, un merlan et une sardine. Et ma belle-sœur est enceinte en ce moment, il paraît que ça va être un maquereau. D'après l'océanographie, hein. Parce que c'est possible de faire la carnette, hein. Alors, voyons maintenant, récapitulons combien nous sommes en tout dans l'appart. Alors, on a dit, nous, on est 26, mon père et ma mère, mon grand-père, mon oncle et sa femme, mes 13 cousins, ma belle-sœur, plus le mérou et la sardine, le fantôme de Madame Rosa. Ah! Mais je vous ai pas parlé du fantôme. Nous avons un fantôme qui vit avec nous dans l'appartement. Ça fait 40 ans, on l'a trouvé là en 1963, lorsque nous avions quitté la buanderie de mon oncle Rabah la Kasbah, pour venir habiter à Bab el Oued dans le quartier européen. C'était 1 an après l'indépendance. Comme vous le savez, en 1962, juste après les accords de Vittel. Les Français d'Algérie ont quitté le pays et ils ont laissé là-bas des centaines de milliers d'appartements, de demeures, de maisons et de villas qui ont été vite, tout de suite occupés par des millions d'Algériens. Mon père, lui, en 62, il croyait que l'indépendance, c'était une ruse du général de Gaulle. Et il a continué à faire la guerre tout seul pendant 1 an. 1 an après, quand il s'est rendu compte que c'était vraiment la fin de la guerre, il est allé à Bab el Oued, dans le quartier européen, chercher un appartement plus vaste pour nous tous. Mais le problème, c'est qu'1 an après, il ne reste plus de demeures, elles sont toutes occupées. Il restait un seul appartement vacant, mais les gens disaient à mon père, attention, ne rentre pas dans cet appartement, il est hanté. Et c'est vrai qu'il l'était. Il y avait des centaines de fantômes de Français d'Algérie qui se sont tous à l'indépendance donné rendez-vous là, dans cet appart, pour être ensemble, entre eux, dans une intimité fantomatique. Alors mon père, quand on lui a dit qu'il y avait des fantômes, il a dit, il n'y a pas plus fantômes que nous. Allez, venez mes enfants. On a occupé l'appartement. Les premiers temps, quand on est arrivé là-bas, les premières nuits, toutes les nuits, les fantômes, par dizaines, ils sortaient, ils étaient là, par groupe comme ça, ils avaient des draps blancs, des trous ici, ils avaient des chaînes, ils étaient là, cling, 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 ouh, nous sommes les fantômes, ouh, on va vous frayer, ouh, allez, va dormir, va. Tu as vu l'heure qu'il est, راح ترقد على راك راح. À ton âge, va profiter du repos éternel d'Atana, au lieu de traîner toute la nuit. Et arrête de faire des trous dans les draps. C'est pas ta mère qui va les coudre. 3 mois après, les fantômes, ils payaient le loyer. Et un jour, ils ne pouvaient plus nous supporter. Et ils sont tous partis en même temps en disant « Ouh, cet appartement, il est hanté, fuyons !» Il ne restait que le fantôme de Madame Rosa. Elle est née là, dans cette maison. Elle est décédée là. Sa famille aussi, ses arrière-grands-parents ont construit cet immeuble. Elle se sent bien avec nous. Elle vit en toute harmonie avec nous. Et depuis une dizaine d'années, maintenant que mon grand-père est devenu vraiment grabataire, chaque nuit, elle s'amuse avec lui. Tous les deux, ils s'amusent. Madame Rosa lui apprend à danser la valse. Mon grand-père fait un stage de futur fantôme. Parce que bientôt, il va passer l'examen. Ah, il va l'avoir du premier coup. Alors maintenant, voyons, puisque nous n'avons oublié personne, faisons le calcul combien nous sommes en tout dans cet appart.
Alors donc on a dit, alors 26 plus 13 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 2. Si c'est 2, 8, 1, 9, 2, 13, je pose mon frère, je retiens mon cousin. Ça fait 48 personnes dans un 3 pièces, cuisine, la salle de bain, la baignoire, l'aquarium et la planche du balcon. Mais l'eau qu'il nous faut pour boire, pour se laver, pour faire la vaisselle, pour faire la cuisine, mais il nous faut un barrage rien que pour nous. Ma mère, Mskina, ma mère, la pauvre, depuis 50 ans, qu'elle lave des montagnes de vêtements, de draps, de couvertures. Ses mains sont devenues si calleuses, si hargneuses. Et ben maintenant, les vêtements, quand ils sont sales, dès qu'ils voient arriver ma mère, ils deviennent propres de peur. Ma mère, un jour, elle a fait un concours avec une machine à laver, elle a grillé la machine à laver. À Bab el-Oued, on l'appelle Madame Arthur Martin. Et pour la nourriture, nourrir 48 personnes, heureusement que ma mère est très intelligente, elle a inventé le concept, l'équation, la solution, l'oubia, le macaron, skso. C'est-à-dire en français, haricots, macaroni, couscous. Pour toute la vie, le triptyque éternel, que ce soit le dimanche, le lundi ou le mardi, l'automne, l'hiver ou le mercredi, toujours haricots, macaroni, couscous, tu mangeras. Mais de temps en temps, ma mère, pour ne pas qu'on s'ennuie, ma mère nous fait des surprises. Par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans le programme, nous avons l'oubia, haricots. On est tous là, la marmite est là. Et juste avant de manger, ma mère, elle arrive et nous fait « Alors, mes enfants, oui, maman. Alors, vous pensez que vous allez manger de la loubia? Oui, maman. Allez, fermez les yeux. Voilà. Eh ben, c'est des macaronis. » Waouh, waouh, waouh. Quelle surprise, maman. Ça fait à peu près un jour que nous n'avons pas bougé. Et des fois, elle nous fait la surprise de la surprise. Alors, mes enfants, oui, maman. Alors, vous pensez que vous allez manger de la loubia? Oui, maman. Allez, fermez-moi les yeux. Voilà. Eh ben, vous avez gagné. C'est de la loubia. Waouh, waouh, waouh. Maman, c'est la 4e dimension. Nous, on croyait qu'on allait manger de la loubia. On s'est dit, on va pas manger de la loubia. Et on mange de la loubia. Eh ben, ça change tout, hein. Ma mère, toute la vie, nous fait des variations sur loubia, macaron, couscous. Par exemple, aujourd'hui, elle nous fait loubia. Après, loubia, loubia, macaron. Après, macaron, 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 loubia. Loubia, macaron, couscous. Ouais! Elle est magnifique, ma mère. Elle est extraordinaire. Ça change tous les jours. On mange jamais la même chose. Mais de temps en temps, malheureusement, ma mère, elle rentre en boucle. Ça la prend de temps en temps et tout d'un coup, c'est loubia, 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 loubia. Et après, maman? Eh ben, après loubia. On change pas une loubia qui gagne, hein. Et ça continue. Loubia, 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 loubia. Maman, loubia! Alors on n'ose plus intervenir. On ne veut plus l'interrompre. On se dit qu'un jour, elle va prendre conscience toute seule. Peut-être qu'un jour, ça va être la fin des haricots. Eh ben non. Des fois, ça dure 9 mois et demi de loubia jusqu'à ce qu'on ait la nostalgie du macaron. Ya le macaron, oui tu. Ya le macaron, mon amour, je t'aime. Ya habibi. Ya le macaron, où est-ce que tu étais allé t'y cacher? Ya le macaron, peut-être tu n'as jamais existé. Peut-être on t'a juste rêvé. Si vraiment tu as existé, prouve-le, reviens. Alors, au bout de 9 mois et demi, loubia, 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 quand ça s'arrête, nous, automatiquement, on s'attend à ce qu'il y ait macaron. Parce que c'est musical, c'est comme ça. Loubia, loubia, macaron. Eh ben non, c'est couscous. Ouais! Ma mère nous surprendra toujours. À chaque fois, elle nous surprend. On s'attend à la loubia, on a le macaron. Le macaron, non, loubia. Skso, non, loubia. Macaron, macaron, non, non, skso, le macaron, après le loubia. Tu préfères pas le macaron, on laisse reposer sur skso, on met le loubia, après on revient avec le machin, avec ça fait équilibre sur macaron. Non? Ah ouais. Tu préfères loubia, tu préfères la technique. Ah ok. Non, non, ça c'est pas pour moi, c'est pour eux, hein.
Moi, je m'en fous, je peux rester 5 mois maintenant à Courchana. Hein. C'est pour... Donc, tu peux faire le loubia, le macaron, parce que ça. Macaron. Tu peux faire le macaron, le macaron, c'est loubia, le macaron, loubia, le macaron, sexo. Loubia, le macaron, sexo, loubia, le macaron, loubia, le macaron, sexo, macaron, loubia, le macaron, sexo, loubia, le macaron, sexo, le macaron, loubia, le macaron, sexo, loubia, le macaron, loubia, le macaron, sexo, loubia, macaron, loubia, sexo, loubia, le macaron, sexo, le macaron, loubia, le macaron, sexo, loubia, le macaron, loubia, le macaron, sexo, loubia, le macaron, sexo, loubia, le macaron, loubia, le macaron, sexo, loubia, le macaron, sexo, loubia, le macaron, loubia, le macaron, sexo, loubia, le macaron, sexo, loubia, le macaron, loubia, macaron, sexo. Thank you. Woo. Yeah. Woo. Yeah. Woo. Sans viande. Nous n'avons jamais mangé de viande. Nous n'avons même pas le droit de regarder la viande dans les photos. Mon père, toujours, il nous dit, mes enfants, quand vous vous promenez dans les rues, ne regardez jamais les vitrines des bouchers, vous risquez d'attraper le cancer de l'envie. Ce qui fait que la nuit, quand on dort la nuit, tous comme nous sommes dans la maison, on ne rêve que de viande. Dans nos rêves, on mange des tonnes de viande. On est boulimique, nous sommes obèses, nous sommes insatiables. À côté de nous, les grands carnivores, comme les lions, les tigres, les Américains, c'est des végétariens. Nous, on mange de la viande. Tu veux pas finir le bœuf? Passe-le-moi. Toute l'architecture, la structure, la texture même de nos rêves est faite de viande. Les maisons dans nos rêves sont en viande. Les routes sont en viande. Les voitures, c'est de la viande. Les légumes, c'est de la viande. Une nuit, je me souviens, on a mangé un vélo pané à la napolitaine. Une fois, je me souviens, j'ai fait un rêve effarant, un cauchemar atroce. J'avais rêvé que je me suis retrouvé dans l'un des quartiers les plus malfamés, les plus sinistres, les plus dangereux de la basse Casbah d'Alger. Je vous jure, si ce n'était pas un rêve, jamais je mettrais les pieds là-dedans. Dès que je me suis retrouvé là, je me suis dit, ouais, yeah. Mohamed, objectif numéro 1, sortir de la Casbah. Objectif numéro 2, sortir du rêve. J'ai commencé à chercher une issue par laquelle je pouvais m'échapper. J'ai vu une ruelle et je m'y dirigeais. Et j'entends des pas derrière moi. Le même genre de pas que ceux de Dracula, tels qu'on les imagine la nuit, juste avant de dormir, quand on lit le livre de Bram Stoker et qu'on fait ce genre de rêve, comme celui que je vais vous raconter là maintenant. Je vais à gauche, à droite, qu'est-ce qu'ici? Ça
Ça y est. En plus de ça, je voulais même pas me retourner pour voir la chose qu'il y avait derrière moi. Je me suis dit comme ça, si la chose qui est derrière moi, elle me tue, je meurs sans garder le souvenir de la chose qui m'aura tué. Voilà. Tu meurs tranquille, tu gardes pas de mauvais souvenirs. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais Mohamed, c'est peut-être juste quelqu'un qui va chez lui, ne t'inquiète pas. C'est juste, il fait des pas comme toi, c'est normal, tout le monde fait des pas. Il n'y a pas que toi. Allez, vérifions d'abord si c'est toi qui le suis. Alors je fais un pas. 2 pas, 3 pas. Je m'arrête. Les pas, ils font 1 pas, 2 pas, 3 pas, ils s'arrêtent. Je suis foutu. Et tout d'un coup, je voulais me donner du courage. Et je me suis dit, n'aie pas peur, Mohamed. Je me suis dit comme ça parce qu'à l'époque, avant d'émigrer ici en France, je m'appelais encore Mohamed. Ah ben oui, c'est normal. Si c'était ici en France que j'avais rêvé, je me dirais, t'emballe pas, Michel. Ben oui, bien sûr. Pas de rififi, Michou. Non mais arrête avec ta parano, Mich. Non mais attends, non mais t'es louf ou quoi, là? Non mais attends, qu'est-ce que tu nous fais, là? Non mais arrête tes conneries, là. Non mais attends, tu t'imagines que c'est pas parce qu'il y a un mec derrière toi qu'automatiquement le mec va te poignarder. Non mais attends, la Terre elle est ronde. Si chacun devait poignarder le mec qui est devant lui, il n'y a plus personne sur le globe. Il n'y a que le dernier qui va être comme un con, il n'y a plus personne à tuer. Hein, Mich? Si ça se trouve, le mec qui est derrière toi, là, il a encore plus peur que toi. Depuis tout à l'heure, il doit se demander, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec à me suivre devant? Hein, Mich, t'es en France. Et en France, il n'y a pas de cauchemar, il n'y a que des rêves. Rêve pas que t'as perdu ta carte de résidence. Ça, c'est un cauchemar. Mais tout le reste, c'est du cinoche, c'est de la gnognotte, Michou. Mais à l'époque, j'étais encore à Alger, je m'appelais Mohamed. Et je me suis dit, m'attrape chez Mohamed. Où c'est quoi de la Mohamed? N'aie pas peur, Mohamed. Tu vas t'en sortir comme d'habitude. Même si c'est la première fois. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais, je venais de pas de conscience, mais, mais si ça se trouve, c'est même pas moi qui rêve, c'est le type derrière moi qui est en train de rêver. Et que c'est moi qui suis dans son rêve à lui. Et moi, comme un con, depuis tout à l'heure, je lui ai écrit le scénario, je lui ai fait le dialogue. T'as qu'à te démerder avec ton rêve, hein? Je suis pas le nègre de tes rêves, moi. Et tout d'un coup, je me suis dit, ici, le type derrière moi est en train de faire un rêve érotique. Je me retourne et je vois un énorme beefsteak de 200 kilos. Dégoulinant de moutarde qui me fait j'y vais te manger. C'est un beefsteak arabe, il parle pas très bien français. C'est pas un beefsteak, c'est un bouftik. Heureusement qu'il était lourd. Et moi, dès que je l'ai vu, j'ai couru comme un fou. J'ai vu une porte, je voulais m'échapper par la porte. La poignée de la porte, c'était une côtelette d'agneau grillé. Juste au moment où j'allais l'attraper, le chien Areski a sauté sur la côtelette, il a arraché la poignée et il est parti avec. Kiki, viens ici! Et je lui courais derrière. Et puis j'arrive dans un autre quartier, un peu plus loin, et j'ai trouvé des escaliers qui descendaient du haut de la Casbah jusqu'à la mer. Et j'ai vu des dunes de sable chaud. Et j'ai vu des embruns d'eau de mer venir jusqu'à moi. Et j'ai vu de la lumière poindre à l'horizon. Et je me suis dit, c'est la lumière, je suis sauvé, c'est la liberté. Et j'ai commencé à courir. J'ai couru jusqu'en bas des escaliers. Qu'est-ce que je trouve en bas des escaliers qui m'attendait adossé contre le mur et qui me regardait menaçant? 2 énormes jambons. Ah non, pardon. C'était pas des jambons, c'était des gigots d'agneau. اسمح لي يا ربي يا ربي اسمح لي يا ربي اسمح لي يا ربي اسمح لي. Ah ben oui, nous on n'a pas le droit de rêver les jambons, hein. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il a dit le grand psychologue algérien? Le grand psychologue algérien, c'est Mohamed Freud. Il a dit, si tu rêves les jambons, ça fait d'air, c'est un désir qui les refoulit.
Oui. Nous, on mange et on rêve les gigots des motos. Le moto avec le truc, là. Et s'il n'a pas le truc, tu ne le manges pas, c'est pas un moto, c'est un mobilette. Alors donc, c'était deux énormes gigots de moutons qui m'ont regardé, qui m'ont fait « On va t'arracher ta mère tout de suite, qu'est-ce que tu fais dans le quartier ?» Et ils avançaient vers moi. Ils avançaient en gigotant, comme leur nom l'indique. Et moi, je remontais les escaliers. Je remontais les escaliers en marche arrière, en m'appuyant sur la hampe de veau. Et j'arrive au milieu des escaliers, j'ai pris mon élan, ma respiration, je me suis retourné, j'allais courir vers le haut, et j'ai vu le beefsteak qui descendait. Les gigots qui montaient. J'étais pris en sandwich entre trois viandes. Juste au moment où ils allaient m'attraper, j'ai vu la main coupée de Houria passer devant moi. Je voulais que la main de Houria m'attrape et qu'elle m'aide à sortir de ce cauchemar, mais la main est montée là-haut dans le néant de mes rêves, et elle a disparu. Les viandes allaient m'écrabouiller, et juste à ce moment-là, une de mes sœurs qui dormait près de moi, qui elle aussi faisait un cauchemar, avait hurlé, ça m'a réveillé, je l'ai secouée, je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as ?» Elle s'est réveillée, elle m'a fait « J'ai été poursuivi par un skelope !» Une seule fois dans notre vie, on a failli manger de la viande. Voilà, là, -5. Ma tante venait de mourir. On n'allait pas manger ma tante. Elle n'est pas de sauvage. Elle est trop dure. C'est-à-dire, ma tante, elle est morte au bled, dans le village. Elle nous a laissé un héritage. On a hérité d'une poule. Une énorme poule berbère avec plein de viande dans les plumes. Mon père est allé à l'enterrement et 2 jours après, il est revenu avec la poule. On l'a mise dans le salon et on l'a enfermée. Et nous sommes tous allés à la cuisine pour chercher les instruments pour la travailler. Et comme on s'y connaît pas, chacun a cherché ce qu'il a trouvé, a ramené ce qu'il a trouvé. Il y en a un qui est revenu avec un balai, l'autre avec une scie, un marteau, une fourchette, un couteau. Il y en a même un, il est venu avec la bouteille de gaz. Il a dit, je vais la gazer, le gaz. Donc, une gazière. Tellement nous sommes profanes dans le traitement des gallinacés. Et en rang solidaire, armés jusqu'aux dents, on a foncé sur la bête. La poule, elle nous a regardés. Et nous, on avançait, elle reculait, et dès qu'elle s'est retrouvée collée contre le mur du fond, elle n'avait plus où aller. Elle nous avait arrivé sur elle. Quand elle a vu au-dessus de sa tête 450 doigts, 90 mains, les couteaux, les marteaux, les fourchettes, la scie, quand elle a vu la bouteille de gaz, elle a pondu une plaquette d'œuf. Avec l'emballage. Tellement elle avait peur. Les œufs, elle les a datés. Et juste au moment où on allait la frapper, raf, elle est tombée dans les pommes et elle est morte d'une crise cardiaque. Avec un infarctus du numéro 4. Ma mère, elle l'a mise dans une cocotte minute algérienne, aérodynamique et turbonucléaire, fabriquée à Inoussara. Elle a mis sur le feu, et nous tous les 47, on est tous rentrés dans la cuisine pour ne rien rater de l'événement historique. Et on était tous serrés là-dedans à attendre que ça cuise. Hey, même aujourd'hui on va manger de la viande. Hey, même c'est une section. Ça cuit, ça cuit, ça cuit, ça cuit. Et dès que ça a cuit, ma mère elle a éteint, elle a enlevé le sifflet, une pression énorme est sortie de la cocotte minute. Et la cocotte, tout d'un coup, incroyable mais vrai, elle s'est mise à s'élever dans l'air. Elle s'est mise à tournoyer. Et nous, on était là. Ouais, yeah. La fenêtre de la cuisine était ouverte et la cocotte, elle a fait. Elle est partie dehors, dans le ciel de Babelwed. Elle s'est envolée. Et nous tous, on a dégringolé les escaliers. Nous sommes allés dans la plus grande avenue du quartier et on lui courait derrière. La cocotte minutana, reviens. Cocotte.
Ah, non, non, ça c'est Air Algérie. Le lendemain, dans le journal de l'époque, le journal du parti eunuque, en première page, hier soir, une soucoupe volante a survolé le ciel de Bab el-Oued, poursuivie par 48 extraterrestres, qui chantaient une drôle de chanson. Lobia al macaron sexo, sexo lobia al macaron, 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 lobia, lobia al macaron sexo, lobia al macaron sexo, sexo macaron lobia, lobia al macaron sexo, sexo macaron lobia. Merci beaucoup. C'est comme ça, hein? Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Je vais me suicider pour toute la vie, jusqu'à la mort si c'est nécessaire. Et il a décidé d'aller se jeter dans une crique de Saint-Eugène, un quartier qui se trouve après Bab el-Oued. Et en passant dans une ruelle du quartier, le regard d'Areski a été attiré par un très vieux livre recouvert d'une peau de chèvre posé sur l'étalage d'un bouquiniste. Il a suivi les pointillés, là, tic, 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 tic. Il a pris le livre, il a ouvert l'Évangile selon Saint Matthieu. L'Injil en Sidna Matthieu. Et il s'est mis à lire des passages au hasard. Tu aimeras ton prochain. Aimez-vous les uns les autres. Tu ne tueras point. Dieu est amour. Et ça lui a plu. Il a acheté le livre et il a décidé de remettre son suicide à plus tard. Non, mais il faut le dire très franchement, dès le début, l'idée d'aller se suicider en se noyant lui faisait très peur parce qu'il ne savait pas nager. Il est revenu à la maison et pendant des mois, il s'était plongé dans la lecture de l'Évangile et petit à petit, il est entré en osmose, en symbiose avec Jésus-Christ. Et quand il a vu que Jésus faisait des miracles, il multiplie les pains, il marche sur l'eau, des fois il transforme l'eau en vin pour boire un coup avec les copains. Et il s'est dit, eh ben tiens, moi aussi je vais lui demander un miracle, peut-être qu'il peut m'aider. Il a ouvert l'Évangile sur un dessin, une gravure de Jésus-Christ. Il l'a regardé dans les yeux, il lui a fait, oh Jésus, oh Sidna Issa. Sidna Issa, c'est le nom de Jésus en arabe. Hein. En fait, c'est le vrai nom, hein. Bah oui, bien sûr. Jésus-Christ est un nom d'adoption, c'est plus tard, mais à la base, c'est Sidna Issa, il s'appelle Sidna Issa. Il vient de chez nous, hein, c'est un homme du Sud. Hein. Bah oui, c'est un immigré comme nous. Hein. Sauf que lui, il a une carte de résidence de 2000 ans. Avec possibilité de renouvellement éternel. Et nous, pour gratter un an, il faut que tu laisses ta mère en otage à la préfecture.
Il a regardé dans les yeux, il lui a fait « Oh Jésus, fais un miracle, dire-moi, Sidna Isa, fais-moi oublier Jamila, efface-la jamais de ma mémoire. » Tout d'un coup, de la fumée est sortie dans les pages, la fumée a rempli toute la chambre, la fumée peu à peu s'est dissipée et Jésus apparut. Oh, pardon. Jésus a regardé Arezki et il s'est avancé vers lui. Il a posé sa main sur la tête d'Arezki et il lui a dit « Tu es bien sympathique, mon garçon, mais je ne fais pas de miracle pour les musulmans. Hein. Tu étais trompé de livres et l'Aziz. Mais c'est pas mon département. » Alors Arezki, n'ayant été sauvé ni par le yoga, ni par Jésus, ni par l'hypnotisme, a décidé d'aller encore plus loin. Il s'est mis à faire de la magie noire, la sorcellerie, le shour et hshkoulen. Il s'est entraîné pendant 2 ans chez une magicienne mauritanienne. Je dis mauritanienne parce que la dernière fois j'ai dit une magicienne marocaine et j'ai eu des problèmes avec le public. Voilà, comme ça, tranquille. Ah oui. Comme ça, je l'ai délocalisé. Pas de risque. La Mauritanie, au moins, c'est tellement loin, même les Mauritaniens ne savent pas où ça se trouve. Alors donc, pendant 2 ans, la magicienne mauritanienne lui avait appris tous les plus grands tours de magie. Et en plus de cela, il s'était mis en relation avec tous les plus grands sorciers du monde qui lui envoyaient toutes les formules, les concoctions et les potions magiques. Et toutes les nuits dans la cité, on entendait Arezki hurler au loup. Et on l'entendait faire des séances de vaudou, du vaudou africain, brésilien, haïtien. Et il faisait du macumba. Humbala, humbala, humba, humba, oulala. Le mec. Ha ha, humbala, humba, humba, oulala. Ha ha, humbala, humba, humba, oulala. Ha la la la, humbala, humba, humba, oulala. Ha ha, humbala, humba, humba, oulala. Shlawish, shlawish, humbala. Shlawish, 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 humbala, le mec. Et dès qu'il a fini, il a regardé autour de lui, il s'est regardé, et rien n'a changé. Nadine. Alors là, il s'est mis en colère, et il a bu toutes les potions, il a mangé toutes les formules, il a récité toutes les récitations magiques, et tout d'un coup, rik, rak, rtug, zvot, il s'est transformé, ra. Il s'est transformé, ra. Vous m'excusez, hein, je suis désolé. Normalement, là, pour l'effet de la transformation magique, il devrait y avoir des millions de confettis, des lumières qui tournent et tout, mais c'est une production algérienne. Voilà, c'est ça. 3 confettis. C'est tout ce qui nous a laissé le pouvoir. Hein, voilà. Ma khalaouna walou. Et même ça, ils m'ont dit, tu la ramènes après quand tu reviens, hein. Tu vas pas laisser les Français vont profiter, hein. Alors donc imaginez qu'il y a des millions de confettis, des lumières qui tournent, et donc tout d'un coup, rik, rak, rtag, zvot, Arezki s'est transformé, il s'est transformé en chien. Il a fait un petit tour dans le quartier pour vérifier la topographie des lieux. Après, il s'est regardé et la transformation lui a plu. Surtout, ce qu'il a aimé, c'est l'antenne parabolique là-dedans. Et il s'est dit, eh ben tiens, ça va être mieux pour moi maintenant. Surtout que chez nous, en Algérie, la vie de chien vaut mieux que celle d'un être humain. Et en plus de cela, comme ça, maintenant, je peux m'approcher de Jamila sans que son papa il s'en rende compte, puisqu'il ne me connaît pas en tant que chien. Alors il est toujours là, du matin jusqu'au soir, et il guette la sortie de Jamila au balcon, avec tous les Roméos. Et lui, c'est un Roméo. Et à chaque fois que Jamila descend de chez elle, Arezki lui court derrière, et il se colle à ses jambes. Jamila, au début, elle l'aimait bien. Alors elle le caressait ici, et dès qu'elle le caresse, Arezki... Encore. Vegir, ici, vegir.
Il était tout le temps derrière elle, et au bout d'un moment, Jamila n'en pouvait plus. Oh, qu'est-ce qu'il est collant! Qu'est-ce qu'il est chien, ce chiant! Chalfa matad al-kulb. Un jour, il lui a fait, allez, dégage! Harr! Allez, fais ça, va-t'en, je te dis, Al-Wadik. Harr, harr, harr! Ah, rah, 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 rah. Ah, rah, 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 rah. Ah, rah, 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 rah. Ah, rah, 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 rah. Ah, rah, rah, rah. Jamila, elle a attrapé un bâton et raf! Et alors, ce qu'il lui a fait et en plus de ça, ce qui en chien algérien veut dire je t'aime, Yajdak. Mais Jamila ne comprenait pas le chien. Alors, est-ce qu'il lui avait perdu la formule pour devenir être humain? Et il s'est rendu compte petit à petit, finalement, que la vie de chien chez nous est encore pire que celle de ceux qui mangent debout. Ils mangent dans les poubelles. Les enfants lui attachent des casseroles à la queue. Ah, l'autre fois, il y en a un, lui a attaché une bouteille de bétagaz. Et tous les gens qui passent lui donnent des coups de pied dans le derrière. Mais ça, c'est normal, hein. Ça, chez nous, c'est automatique. Nous, en Algérie, dès qu'on croise un chien, ah, dégagez, comme c'est l'oubli, va, c'est l'oubli. Même si le chien est loin. Dégage. Il y a 5 millions de kilomètres carrés, tu viens m'emmerder dans mes 2 mètres. Mais bon, ça c'est normal, on est comme ça, c'est culturel. C'est génétique. Asma, les Français. Les Français, ils croient. Asma, les Français, ils croient que c'est parce qu'on déteste les chiens. Non, dans le village où je suis né, à la fin des années 40, au fin fond de la campagne algérienne, il y avait 2 ruelles, une mosquée, 3 oliviers, une brouette, 10 fous, 3 chèvres, 5 milliards de mouches, 27 poules, un coq. C'était d'ailleurs le seul dans le village qui ne chômait pas. Et il y avait aussi une misère immense, plus grande que la montagne qui nous dominait. Alors mon père, n'en pouvant plus de cette misère, un matin, très tôt à l'aube, avait ramené une vieille camionnette. Il a jeté nos affaires dans la camionnette. Il nous a jeté, nous les enfants, dans la camionnette. Et il a jeté ma mère dans la camionnette. Et la camionnette a descendu la piste du village, doucement, silencieusement, au point mort. Pour ne pas réveiller mon grand-père, on voulait l'abandonner là-bas. Mais mon grand-père, qui était en train de rêver qu'on était en train de l'abandonner, s'était réveillé et dès qu'il a vu le camion cahoter sur les cailloux de la piste, il s'est mis à courir derrière nous. Il a couru 500 mètres, il nous a rejoints, il a sauté, il s'est accroché derrière le camion. Mon père, qui était assis à l'avant près du chauffeur, avait sorti la tête et nous criait de ne pas le laisser monter. On a essayé de lui écraser les mains. Mais mon grand-père, une fois qu'il est accroché, c'est trop tard. Mon père nous a lancé la manivelle et nous a dit cognez-lui les doigts avec. On a essayé, ouellou. Un de mes petits frères nous a donné une idée. Et si on lui sciait les doigts? On a tous sauté sur une vieille scie qui se trouvait là, dans le fatras du déménagement, et on s'est mis à lui couper les doigts un par un, tout en se passant la scie pour faire plaisir à tout le monde. Lorsqu'il ne restait plus que 2 doigts qui commençaient à lâcher, mon grand-père a regardé derrière lui quand il a vu la misère dans laquelle il allait rester s'il tombait, ses doigts ont repoussé.
Alors, comme on ne pouvait pas s'en débarrasser, on l'a traîné comme ça, derrière le camion, pendant 250 km, jusqu'à la ville, la grande ville, Alger, la Blanche. À Alger, nous sommes allés à la Casbah, le vieux quartier populaire, chez mon oncle Rabah, qui habite une ancienne buanderie qu'il avait transformée en appartement grand standing, avec toutes les commodités au rez-de-chaussée, 3 rues plus loin. Mon oncle a poussé tout le monde et il nous a dit « Bienvenue dans la famille ». On a habité 12 ans chez lui. À l'époque, quand je suis arrivé moi à Alger, je ne parlais pas du tout l'arabe, je ne parlais que le kabyle. Alors tous les matins, quand je sortais dans la rue pour jouer, les enfants de la Casbah par dizaines m'entouraient et ils se mettaient à chanter, à taper dans les mains. Kabyle, débile, plein de merde et plein de billes. Qbaili, bono, bono, Jabal Kharafi, bono. Alors moi je comprenais pas qu'est-ce qu'ils disaient, mais j'aimais bien la musique. Alors eux ils chantaient Kabyle débile et moi je dansais. Qbaili, bono, bono, Jabal Kharafi, bono. Qbaili, bono, bono, Jabal Kharafi, bono. Quelque temps après, j'ai appris l'arabe et j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et j'ai compris autre chose. Eux aussi étaient kabyles, mais ils ne le savaient pas. Quelques jours après notre arrivée à Alger, mon père a trouvé son premier travail comme éboueur à la voirie municipale. Tous les matins, avec mes frères et sœurs, on montait à Bab Jdid, sur les hauteurs de la Casbah, et on se mettait sur le trottoir du boulevard de la Victoire, et on attendait. On était heureux de voir arriver le camion d'ordures avec mon père debout sur le marchepied à l'arrière de la benne. On était fiers de lui. Ya Bourguelb. Et quand le camion arrivait près de nous, mon père nous faisait des petits signes avec la main. C'était magnifique, on dirait le général de Gaulle qui défilait. Tous les soirs, il nous ramenait du chocolat, du fromage, des pantalons et des chemises, des crayons et des cahiers triés dans les ordures. Ah, c'était la belle époque, hein. Puis, quand la guerre d'Algérie a éclaté en 1954, mon père, de par sa fonction, est entré naturellement dans le terreau de la Révolution. Au début, il n'était qu'un simple exécutant dans les réseaux de la guérilla urbaine, puis petit à petit, il a pris de l'importance, il est monté dans la hiérarchie, et un jour, il a créé son fameux groupe, le Commando des ordures d'Alger. Un jour, ils ont arrêté mon père, ils l'ont coincé, il a fait 3 ans de prison. Ma mère était très contente le jour où mon père est allé en prison. 3 ans de vacances. C'était les seules années où ma mère n'a pas accouché. Mais quand mon père est sorti de prison, il s'était rattrapé. Hein. Tous les 3 mois, j'avais un frère nouveau. Quand mon père était en prison, nous les garçons, on avait tous quitté l'école et tous les matins, on allait au marché de la rue de la Lyre, au marché de la synagogue, au marché de la rue de Chartres et on vendait des cigarettes, du persil, de la galette et de la chic pour subvenir aux besoins de la famille. Puis, quand mon père est sorti de prison, juste quelques jours après, l'indépendance était venue. Ou bien elle était partie, je m'en souviens plus. En tout cas, elle est passée très vite, on n'a rien vu. Hein. Elle nous a laissé que son odeur. À l'indépendance, on s'est réinscrit à l'école. Moi, quand j'ai passé la 6e, j'avais 18 ans. Moi, j'étais le plus jeune. Il y avait un élève avec nous, il avait son papa dans la même classe que lui. D'ailleurs, son père s'asseyait toujours à côté de lui, comme ça il peut copier aller. Un jour, la direction de l'école avait trouvé malheureusement que nous étions tous devenus trop vieux pour les études et ils nous ont renvoyés. Et depuis, on traînait dans les rues de la ville, du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, sans avenir, sans projet, sans travail, sans affection et sans amour. Toute la journée, on jouait au football. Des équipes de 49 joueurs contre 92. Avec 250 remplaçants sur la touche. Dans un stade de 14 mètres carrés. Le match, il durait 18 heures. On marquait des centaines de buts.
Et à la fin du match, l'équipe qui a gagné, elle boit les 2 bouteilles de gazouze. Les 2 bouteilles de limonade qui nous attendent dans un seau de glace chaude posé sur la touche. Mais tous les après-midi, à 5h30 précises, on laissait tomber le football et on allait tous se coller au mur de l'entrée de la cité et on attendait les filles qui sortaient des écoles et des collèges environnants. Alors les filles, quand elles arrivent, elles passent à côté de nous. Nous, Zama, c'est la chouma. Eh ben oui, c'est le respect, c'est la pudeur. On baissait tous la tête. Nous, on était comme ça, mais cet œil... Cet œil, il travaille. Cet œil, il va au boulot. C'est un sonar, un radar. Cet œil, on l'envoie en mission. Hein. Il suit les filles, il monte les escaliers et il rentre dans la salle de bain. Et il revient nous faire un rapport détaillé sur la situation. On était tous tête baissée quand les filles passaient. On était tous tête baissée quand les filles passaient, mais dès que Jamila arrivait, dès que Jamila passait, alors là, le goudron fondait, les murs tremblaient, et dès que nos regards croisaient le sien, on était pris par la grippe. La grippe asiatique, la fièvre espagnole. Olé, olé, matador, Jamila, on t'adore. Mais il faut dire que Jamila était belle, elle était magnifique. Elle avait un corps diplomatique. Des cheveux jaunes, elle avait des yeux comme des agates, un nez tout petit, tout fin. Jamila était belle, et nous, nadim. Les nez comme des merguez. Je te jure, il y en avait un, c'était un rouleau de merguez qu'il avait comme ça. C'est un cachet, d'accord. Je ne déteste pas, on aime les frapper, c'est autre chose. Ben oui, bien sûr. Ici en France, ça nous manque, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est joli, les toutous. Qu'est-ce qu'il est joli, les toutous, qu'est-ce qu'il est joli. Comment qu'il s'appelle? ما مشي نحل ولدي سيرفري رنك نحلبو سيرفري شيء كلب نحلبو On souffre ici, on souffre. Ils sont protégés, les chiens ici. Il y a trop de lois ici en France. On n'a pas la liberté d'expression. Les Français, ils croient qu'on est heureux parce qu'on est immigré, on est en France, alors tout va bien et tout ça. Comme ça va. Mais dedans, ça va pas. Dedans, ça travaille. Vous vous mettez dans la peau d'un Algérien ici en France. Chaque jour qui passe, à chaque fois qu'il croise un chien, il ne peut rien faire. Ça fait rien, mon frère, tu as la nationalité. Non, si tu étais en Algérie, si tu étais en Algérie. Attends, le mois d'août. Et c'est dommage, hein, c'est dommage parce que la France, c'est un très beau pays. Il y a 20 millions de chiens. Il y a de la matière pour nous. Il y a du boulot. Et en plus de ça, les Français là qui entrent dans la salle, il ne faut pas imaginer Zama, tout de suite vous allez penser c'est un truc Zama qui est psychanalytique, c'est parce que Zama on est malheureux, alors on se vend sur les chiens et tout ça. Non, c'est pas psychanalytique. On est comme ça, c'est tout. C'est algérien. C'est pas freudien, c'est faridien. C'est-à-dire que chez nous, même un président de la République, il y a un chien qui passe à côté de lui, wallah, il ne le lâche pas. Ah ben tiens, puisqu'on parle de président de la République, Bouteflika, notre président de la République, enfin notre président, la République on l'attend, hein.
Vous vous souvenez, il y a 2 ans et demi, il est venu ici en France pour 3 jours de mission vacances, de passage de vacances politiques. Enfin, je sais plus, enfin, il est venu traîner, quoi. Et le dernier jour, lui et le président Chirac sont sortis dans le jardin de l'Élysée pour se dire des secrets. Et ils sont sortis, et Bouteflika discutait politique avec Jacques Chirac. Oui, à la couleur, bien sûr, oui. Oui, après, oui, à la couleur, bien sûr, oui. Bien sûr. Il parlait de l'équilibre des rapports entre l'Algérie et la France. C'est le dialogue nord-sud. Et à un moment donné, il y a Madame Chirac qui arrive comme ça, elle rentre discrètement pour ne pas gêner, elle rentre dans le jardin et elle avait un chien. Enfin, quand je dis un chien, c'est pas un vrai chien, c'est le truc là, comment on appelle ça le truc là? Comment on appelle ça le trait blanc avec une ficelle là, comme ça là? Un caniche, voilà, c'est ça. C'est un caniche, mais c'est vrai, c'est pas un chien, un caniche. Wallah, ma quel badak. Un cliniche, un quininiche, c'est pas un chien. C'est un chien transgénique, c'est un OGM de chien, c'est pas un vrai chien. Non mais qu'est-ce que c'est qu'un caniche? Scientifiquement, qu'est-ce que c'est qu'un caniche? C'est un tricot avec des pattes. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils lui mettent une laisse. Tu le mets dans la carte orange, démarre. Dès que Bouteflika, il a senti du chien, il savait plus où il était, qu'est-ce qu'il fait. Il n'entend plus, et tout d'un coup il dit à Chirac, Monsieur le Président, je m'excuse, je te laisse l'Algérie, je te laisse tout, mais laisse-moi les clibous là. De toute façon, je ne peux pas me retenir, je ne peux pas résister. Il a le waldik, dégage d'ici, saloperie, va. Et Madame Chirac se retrouve à la ficelle. Oh, il est où le truc, là? Et Bouteflika revient vers Chirac. Qu'est-ce que c'est, Chirac? On est venu parler politique, attends, tu vas venir à Alger, je vais te ramener un bourricot à Djinal Mithakana. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'elle fait ta femme dehors? Hein? Elle traîne dans les jardins, hein? J'ai ramené ma femme, moi. Bon, nous on est comme ça, mais ici en France, vous avez remarqué, les chiens ils sont bien traités, hein? Moi j'ai vu des chiens avec les costumes, avec brushing, tout ça, le nœud papillon, avec le sac à dos derrière, portable. واش راك العيال العزيزه تاع الكلبه en plus عندهم لي كيلوطات ديم جوج كيلوط ديم انا ديم يماك والله. Et en plus de ça, ici en France, ici, les chouchoutes, et les caresses, et les bichonnent, ils les embrassent sur la bouche. Ouais, quand même, sur la bouche. Hein? Arjoul. Je sais que c'est culturel, mais il y a des limites. Est-ce que nous, on embrasse les chameaux sur la bouche? Imagine, tu embrasses un bulldog. Le bulldog, c'est les chutes du Niagara du chien. Il faut aller au maillot de bain pour l'embrasser. Et s'il te passe la langue sur le visage, il te fait un lavage de cerveau direct. Et maintenant, pour éviter d'être attaqué par les amis des animaux, revenons à notre histoire d'amour. L'histoire de Jamila et d'Areski. Cette histoire s'est passée il y a 25 ans. Un jour, je me souviens, le père de Jamila, pour se débarrasser de sa fille, l'avait mariée. Enfin, il l'avait vendue aux enchères, un homme qui avait 3 fois son âge. Je me souviens, quelques mois après, c'était l'été, la saison des mariages chez nous. Un cortège de Mercedes était venu dans la cité, emmener Jamila dans sa nouvelle demeure. Jamila était magnifique dans sa robe de mariée. Elle est montée dans une Mercedes fleurie et elle est partie pour toujours, laissant derrière elle 355 Roméo et un chien. Le temps est passé. Jamila a eu un enfant, 2, 4, 8,
12. Sa beauté s'est fanée, le sirocco de la vie a creusé des sillons dans les prairies de sa beauté. Mais c'était là qu'il fallait applaudir. C'était là qu'il fallait applaudir. C'est pas possible, ça. Une phrase comme ça, j'ai mis 4 jours pour l'écrire. Alors qu'on encourage un peu les artistes. Non, c'est pas la peine, non, c'est pas la peine. Non, là, c'est trop tard. Non, c'est pas la peine. Non, ça y est. Non, vous voulez vous rattraper. C'est trop tard, ça y est, là. Ça, c'est de l'hypocrisie à dire, ça y est. Allez, changez-moi le public tout de suite, ailleurs. Mais bon, comme vous êtes gentil, je vais recommencer la phrase. Et à la fin, au point, vous applaudissez tous très très fort, très sincèrement, et j'oublie ce qui s'est passé entre nous. Et n'oubliez pas que la phrase, c'est le sirocco de la vie, la creusé des sillons dans les prairies de sa beauté. Mazal! Ça c'est le brouillon, mais j'ai même pas mis les sentiments dedans. C'est après, Mazal, ça c'était pour vous rappeler. Mais je suis sûr, c'est les Algériens, ils n'ont pas résisté. C'était trop, 3 secondes de trop. Tout de suite, même si tu lui attaches les mains. On est comme ça, nous, on est comme ça, la fusion nucléaire. On danse avant la musique, nous les Algériens. Tu dis à un Algérien, on met un disque. Mais attends, mets d'abord le disque. Sinon, tu vas user les piles. Bon, de toute façon, il y a les Français qui sont à côté dans la salle. Les Français, ils sont cartésiens, ils sont disciplinés, ils attendent quand il y a le point. Bravo. Vous regardez et vous faites comme eux. Copiez un peu, copiez. Copiez, Chouïa. Oh là, ça fait 30 ans que vous êtes là. Copiez au Chouïa. Oh là, ici. Et en plus, ce soir, vous avez de la chance, il y en a plein dans la salle. Voilà. Vous pouvez même les toucher. Là, ils sont là. Non, mais vous savez que les Français, ça existe encore, hein. C'est pas une abstraction, hein. Il en reste encore quelques-uns en France. Oh là! L'autre fois, je suis passé dans le boulevard Voltaire, j'en ai vu 3. Et normal, hein, ils étaient normaux, ils marchaient dans la rue, comme s'ils étaient chez eux. Oh là! Il y en avait même un qui a rasé les murs parce qu'il n'a pas fait Ramadan. Alors donc, ensemble, Algériens et Français, au point, vous applaudissez tous très fort. Hein? Et je recommence la phrase là. Je suis en train de me préparer, je vais le faire. Le sirocco de la... Voilà. Ça, je suis sûr, ils sont arrivés Tizi juste ce matin. Hein, voilà. Il faut leur laisser 6 mois d'adaptation. Hein, voilà. Déjà à l'aéroport, ils étaient là, je suis en France. Je les vois, ils sortent du four, ils sont tout chauds, hein, les gars. Respectez ceux qui étaient avant vous ici. Hein. Alors donc, je recommence la phrase et à la fin, Babakom. Mais qu'est-ce que c'est? Le sirocco de la vie a creusé des sillons dans les prairies de sa beauté. Oh là, je suis fier de vous. Et donc un jour, au bout de 12 enfants, le mari a dit à Jamila, à sa femme, il lui a dit, viens ici. Il l'a convoqué, affectueusement. Viens ici. Ramène tous les enfants, tu les alignes là devant moi en ordre décroissant. Elle a fait ce qu'il lui avait demandé. Le mari a inspecté ses enfants, sa progéniture, un par un, parce qu'il ne les connaît pas tous.
Et il a choisi les plus beaux, les plus vigoureux, il les a mis de côté pour lui, et il a laissé les autres à Jamila, et il l'a jeté à la rue avec ses enfants, après l'avoir répudié 3 fois, conformément à la loi. C'est-à-dire que chez nous en Algérie, pour divorcer, c'est très simple, il suffit que l'homme prononce la formule « J'ai été répudié 3 fois, dégage !» Hein? On est moderne, nous, hein? Hein? C'est le divorce en TGV. Oh! Ah, c'est bien, les Français. Ils me font de la peine. 4 ans pour divorcer. Da, 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 da. Et après, ils disent que c'est nous qui sommes en retard. Mais vous, vous êtes encore Moyen-Âge. Nous, on est en 2001, le siècle de la vitesse. Je t'ai répété, dégage! Hein? Ils sont jaloux, hein? Pour une fois qu'on a des avantages, hein? Alors donc, maintenant, depuis une dizaine d'années, maintenant, Jamila vit dans la rue. Elle mange dans les poubelles. Elle dort à même le trottoir. Elle vit de mendicité. Elle est devenue folle. Partout où elle va, ses enfants accrochés à ses haillons, à ses guenilles, la suivent. Et Ariski, toujours fidèle depuis 25 ans, Ariski, le chien, la suit partout où elle va, en aboyant douloureusement. La première fois de ma vie qu'une fille m'a souri, je suis tombé dans le coma. Je suis resté 3 mois à l'hôpital, mon cœur dans le plâtre. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai fait 3 ans de recherche pour retrouver la fille qui m'avait souri. Et 3 ans, c'est un minimum pour retrouver 2 yeux dans un paquet de tissu blanc. Sans autre indice que le souvenir de la lumière que son regard transmettait. Lorsque j'ai réussi à la retrouver, nous avions mis 5 ans pour organiser notre premier rendez-vous. Ce qui est normal, hein, parce qu'à l'époque, dans les années 70, il n'y avait pas d'ordinateur. Il n'y avait pas d'ordinateur pour m'aider à calculer les différents déplacements de ses 25 frères, ses cousins, ses neveux, sa mère, sa tante, les grands-mères, les cousines, enfin toutes les branches de son arbre généalogique. Parce que sa famille, ce n'est pas un arbre, c'est une forêt généalogique. Je pouvais me faire cueillir au moindre faux geste, au moindre soupir. Et en plus de cela, à l'époque, il fallait également faire très attention à la sécurité. La sécurité qui ramassait tout ce qui bougeait. Je me souviens, les agents de la sécurité de l'époque étaient tout en noir. Ils avaient des lunettes noires, des costumes, des chaussures et des voitures noires, pour ressembler à l'ombre noire du pouvoir. Le rêve du dictateur de l'époque, c'était d'avoir un agent de la sécurité par habitant. C'est-à-dire que la moitié de la population va surveiller l'autre moitié et vice-versa. Tu as fini de me surveiller, c'est à mon tour. C'est-à-dire que son rêve, son fantasme, son obsession au dictateur, c'était que chacun de nous ait derrière son dos un agent de la sécurité qui le suive partout où il va. S'il va au travail, il va avec lui. Il rentre dans un café, il rentre avec lui. S'il va chez lui, il l'accompagne chez lui. Il dîne avec lui et il dort avec lui pour surveiller le contenu de ses rêves. Pour survivre dans une dictature, il y a certaines règles à respecter. En voici quelques-unes. Au hasard. Premièrement, il ne faut jamais parler politique dans un taxi. Deuxièmement, il ne faut jamais évoquer les noms des opposants au pouvoir en fuite à l'étranger. Mais surtout, troisièmement, il ne faut jamais exprimer ses idées politiques à haute, à mi ou à basse voix, même si vous êtes seul au milieu du désert. Bien sûr. Ferme-toi. Tu es au milieu du désert, tu crois que tu es tout seul, mais on n'est jamais seul. Tu vois le lézard là. C'est pas un lézard, c'est un agent de la sécurité. Il est déguisé narco, je le connais. Dans toute dictature, tout citoyen est présumé coupable tant qu'il n'a pas prouvé qu'il est innocent. Ce qui fait que les agents de la sécurité, par milliers, circulent au milieu de la population, ils ramassent n'importe qui au hasard, des échantillons de citoyens, et ils les torturent pour voir s'ils sont innocents.
Un gars de mon quartier a été emmené pendant 6 mois. Il a été torturé. Comme il était innocent, ils l'ont relâché. 3 jours après, ils lui ont envoyé la facture pour rembourser l'électricité qu'il avait consommée durant les séances de torture. Et en plus de cela, il avait remboursé 14 matraques qu'il avait cassées avec son dos. Dans le procès verbal, c'était marqué pour détérioration, pour détournement de matériel de l'État à destination collective. Les agents de la sécurité sont destinés à coincer les individus. Mais lorsque c'est le peuple tout entier qui n'en peut plus, quand c'est le peuple qui veut changer les choses, qui veut renverser les choses, le dictateur envoie au peuple des convois de centaines de camions bleus. Sur les toits des camions bleus, il y a des canons qui lancent de l'eau chaude. Alors nous, dans les quartiers populaires, quand on va manifester, ah bah la dictature, on y va tous avec des serviettes, du savon, shampoing, la brosse à dents, la brosse de bain. Ah bah la dictature. On n'a jamais d'eau dans les quartiers populaires. Alors on profite. L'eau chaude à l'œil du gouvernement. Tu profites d'une pierre deux coups. Tu fais la révolution et tu prends une douche. Ah bah la dictature. Ah bah la dictature. Ah bah la dictature. Asma yako, visez, non. Non. Bah la dictature. Mais la pression, je bime, qu'est-ce que bah la dictature. Et un rinçage général. Même pas halal, hein. C'est un saucisse de morto, hein. Et on était tous couverts de boutons. On était colonisés par les boutons. زعما الحب شباب. الحب الخراوي. Vous traduisez à vos frères français, hein? Et la nuit, dans toutes les salles de bain de la cité, fermées à clé de l'intérieur, de l'acné éclabousse les miroirs. Oui, je sais, c'est dégueulasse, mais c'est la vie, hein. Un jour, le père de Jamila, ou de Haram, le père de Jamila, le salaud, quand il s'est rendu compte que tous nos regards étaient braqués sur sa fille, il a sorti Jamila du lycée et il l'a enfermée définitivement à la maison. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait en revanche? Eh bien, l'endroit où on avait l'habitude de l'attendre, le QG, le quartier général, on l'a déménagé et on l'a installé sous le balcon de Jamila. Ah ben oui, c'est normal, hein, c'est normal. Si Jamila ne vient pas à Mohamed Harat Jamila. Au début, on passait sous le balcon Zahma par hasard, tu vois, pour ne pas se faire remarquer par la famille, parce qu'ils sont très dangereux. Alors on passe Zahma par hasard comme ça sur le balcon, on fait pas exprès, tu vois, c'est blindé, c'est ça. Par hasard, je sais pas. On faisait du 12 heures de par hasard par jour là-bas. Et puis après, on a fini par s'installer là, définitivement, comme Antar Abla, comme Qaïs et Laïla, comme Roméo et Juliette. Une Juliette, 355 Roméo. On l'aimait tous. On l'aimait tous, mais personne ne l'aimait autant qu'Areski. Areski, mon ami, lui, il l'aimait à la folie. Mais lui, c'était un solitaire. On ne le voyait jamais avec nous sous le balcon. Il avait une technique à lui, personnelle, qu'il appelait la technique romantique. Il l'avait apprise dans un centre de formation professionnelle. Dans la section ajustage-fraisage. Il lui envoyait ses photos, il lui écrivait tous les jours, et en plus de cela, il lui composait de merveilleux poèmes qu'il copiait d'un livre et qu'il signait de son nom, Arsqi Victor Hugo. Mais je me souviens d'un poème qu'il avait composé lui-même. Pour moi, c'est le plus beau poème d'amour du monde. Je me souviens, il lui disait, oh Jamila, pour toi, je peux me jeter du haut d'un bâtiment. Par amour pour toi, je peux me faire écraser par un camion. Que ce soit un semi-remorque, un bulldozer ou un dumper, je te jure sur la tête de ma mère, je t'aime plus que ne t'aime ton père. Oh Jamila, Jamila l'adorée, si, mi, fa, ré, do, do, sol avec toi. Fa, ré, fa, mi, bébé, mi, fa, ré, fou de joie. Un jour,
le père de Jamila s'était douté de quelque chose et au milieu de la nuit, il est entré dans la chambre de sa fille chercher les indices du délit. Enfin, quand je dis la chambre de sa fille, je veux dire la chambre dans laquelle dormait sa fille, parce que chez nous, personne n'a sa chambre à lui tout seul. Se lo priva. Attends demain. Il a ouvert le tiroir des commodes, il a cherché à l'intérieur, il n'a rien trouvé. Il a ouvert le placard, rien. L'armoire, rien. La khuzana, ce qui est la même chose mais en arabe, rien. Et tout d'un coup, il avait passé sa main sous le matelas de Jamila et il a sorti le dossier Ariski. Il a trouvé les photos, les lettres et les poèmes. Le père de Jamila était fou de rage. Pour venger son honneur, il a envoyé ses 3 frères attraper Ariski pour le massacrer. Les oncles à Jamila, c'est des géants. Le diamètre de leur cou est égal au diamètre des égouts de Bab el Oued. C'est des Kabyles préhistoriques. Si tu les passes au carbone 14, tu entends le Big Bang. La preuve, l'un d'eux un jour, il a embrassé sa femme, elle est morte. Voilà, d'ailleurs quand le médecin légiste est venu, vous connaissez le médecin légiste, celui qui soigne, il est mort. Dès qu'il est arrivé, les femmes elles ont dit, docteur, elle est morte. Et le médecin il a dit quoi? Celle-là, elle est très morte. Les 3 géants sont allés attraper Ariski, ils l'ont guetté, ils ont fini par le trouver, et ils l'ont attaché, ils l'ont saucissonné, ils l'ont halalisé. Ils l'ont merguezé, cachérisé. Ils l'ont mis dans un fourgon. Et le fourgon est monté à la carrière Jobert, une montagne qui domine tout le quartier de Bab el Oued. Et du haut d'un précipice, ils l'ont jeté. Paf! Ariski s'était écrasé en bas. Il n'était pas mort, mais il était cassé de partout. Une ambulance est venue. Et ils l'ont emmené à l'hôpital, aux urgences d'Alger. Tout de suite, aux urgences, ils l'ont enveloppé de plâtre. Ils l'ont entièrement enveloppé de plâtre. C'est la nouvelle médecine algérienne, qui laisse une grande part à l'intervention de la nature. C'est-à-dire, il y a 95% de nature et 5% d'al-khadma. Tu vois, il te couvre de plâtre et après le corps, il travaille tout seul à l'intérieur. Chaque os, il cherche son frère. Tu vas pas lui imposer un os qu'il connaît pas. Mais mleha, c'est de la bonne médecine, c'est de la médecine bio. Il n'y a pas de produits chimiques. Le père de Jamila, lorsqu'il a entendu dire qu'Ariski n'était pas mort, qu'il était là, toujours vivant à l'hôpital, a décidé d'en finir une fois pour toutes avec lui. Une nuit, il est allé à l'hôpital avec un panier plein de provisions, des pommes, des oranges et des mandarines, et en dessous, il avait dissimulé une tronçonneuse électrique. Il a rasé les murs de l'hôpital, et dès qu'il est arrivé au département des hommes plâtrés, il a ouvert la porte de la première salle, il a regardé à l'intérieur, Makash Ariski. Il a ouvert la deuxième, Oulash. Nothing. Nada. Il a ouvert la 7e porte et au fond de la salle, il a vu un énorme morceau de plâtre sur lequel est écrit Ariski. Et dans un angle du plâtre, ils ont dessiné un verre. C'est pour indiquer dans quel sens il faut poser le malade. Tu vois, c'est une indication thérapeutique. Il a sorti la tronçonneuse, il a branché, il a posé la lame sur le plâtre. Il lui a vissé un silencieux. Oui, je sais, ça n'existe pas, mais ça m'arrange pour l'histoire, là. C'est un silencieux algérien, on l'entend de très loin. Et justement, à ce moment-là, un groupe d'infirmiers qui passaient dans le couloir avait entendu le bruit, ils ont ouvert la porte, et ils ont vu la scène. Ils leur ont sauté dessus. Ariski a été sauvé, mais le père de Jamila a pu s'échapper. Le père de Jamila, c'est un renard, il est très rusé. Avant d'aller à l'hôpital, il s'était oint d'huile d'olive kabyle. Et tu aurais manisé le kabyle. Ce qui fait que les infirmiers, ils n'arrivaient pas à l'attraper. Il a glissé jusqu'au centre-ville. Mais l'essentiel, c'est que Ariski a été sauvé. 7 mois ou 8 ans après, je m'en souviens plus, il est sorti de l'hôpital. Et là, il a juré de ne plus jamais tourner autour de Jamila.
Il a essayé de l'oublier. Pour l'oublier, il s'est mis à faire du yoga. Il est resté 1 année comme ça, dans la position dite le bourricot et Bobby. Il mangeait 20 grammes d'avoine par jour, mais il n'arrivait pas à l'oublier. Elle a hanté tous les placards de sa mémoire. Alors Arezki s'est entraîné à faire de l'hypnotisme. Et il s'est entraîné pendant 3 mois, et quand il est devenu très fort, un jour, il est allé en face du père de Jamila, il lui a fait « Viens ici, Imatimak, viens là. Viens, je vais t'hypnotiser. Regarde-moi dans les yeux ici, regarde-moi là, dors. Regarde, atas. Hypnotiserat dini, mak mouit tranquille. Dors, j'aime ta fille Jamila, je l'aime à la folie, et elle aussi elle m'aime. Donne-moi ta fille Jamila en mariage, donne-moi ta fille Jamila. Et le père de Jamila lui a donné un coup de poing dans la gueule. Le père de Jamila, il est inhypnotisable. C'est un bourricot, il n'y a rien à hypnotiser. Il n'a même pas la matière d'hypnotisation dans la tête. Alors Arezki était complètement dégoûté et il voulait mourir. Il s'est dit, eh ben, puisque c'est comme ça, eh ben, je vais me suicider. En plus de ça,